Donc, notre conseil va commencer maintenant. Donc, merci beaucoup. D'abord, bienvenue à notre conseil d'arrondissement ici au 67 Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Nous sommes ici comme un conseil mobile. En fait, nous, on tient nos conseils d'arrondissement au 5160 sur Descaries. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue et ouvrir la séance avec le 10.01. Donc aussi, aujourd'hui, c'est mon premier conseil d'arrondissement de retour suite à mon congé de maternité. Donc, pardonnez-moi si je suis un peu encore perdue. J'essaie de me retrouver par rapport à les séances ordinaires. Mais je tiens d'abord et avant tout à vous présenter mes collègues ici devant vous aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a moi, Stéphanie Valenzuela, et il y a aussi M. Alexandre Theodorescu, conseiller de Loyola, M. Sunny Morose, conseiller de Snowden, Mme Melanie Tiagaraja, conseillère de Darlington. Nous sommes dans son district aujourd'hui. Bien sûr, ma collègue, Mme Émilie Brière, conseillère de Côte-des-Neiges, et M. Peter McQueen, conseiller de Notre-Dame. Bonsoir. Thanks for being here. Et avant qu'on passe avec l'ordre du jour, je tiens d'abord et avant tout à vous présenter aussi nos collègues de la fonction publique. Il y a M. Stéphane Plante et il va vous présenter nos directeurs et directrices. Oui, alors bonsoir Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Avec moi ce soir, Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire d'arrondissement, Madame Nadia Sofia Matos Fernandez, secrétaire recherchiste, Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs et de la gestion immobilière, Madame Chantal Hooper, directrice du service des travaux publics, Monsieur Fimba Tankwano, directeur du service des sports, loisirs, culture et développement social, et finalement Monsieur Samir Anmo, directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Plante. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour, donc 10.01, ouverture de la séance. Par la suite, on a le 10.02, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er juin 2026 à 18h30. Le proposeur va être M. Sunny Morose et l'appuyeur va être Mme Tiagaraja, et il y a des commentaires de Mme Brière. Oui, j'aimerais savoir si mes collègues du Conseil acceptent que je dépose, appuyée par mon collègue Peter McQueen, une motion qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour, mais que j'ai transmise à mes collègues quelques minutes, quelques heures avant que le Conseil commence. C'est une motion pour souligner en juin le mois national de l'histoire autochtone et célébrer la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin. Donc, je voudrais savoir si mes collègues acceptent qu'on puisse déposer et potentiellement adopter cette motion, étant donné que notre conseil se tient en juin et que c'est donc le mois de l'histoire autochtone et le mois de la Journée nationale des peuples autochtones. Merci beaucoup, Mme Brière, pour votre intervention. Vous l'avez très bien souligné au début de la journée, des deux côtés, du côté de l'administration et du côté de l'opposition, on avait oublié
très franchement, de souligner le mois du patrimoine autochtone. On aurait dû déposer cette motion la semaine dernière, lundi, avant la fin de la journée. Et donc, puisque nous avons reçu cette motion à 16h36, nous n'avons pas eu assez de temps pour délibérer et pouvoir ajouter des points que nous trouvons sera vraiment important à souligner dans cette motion-ci. Donc, ce que nous demandons de bonne foi, c'est qu'on remet cette motion au mois prochain et qu'on puisse, des deux côtés, réellement travailler sur quelque chose qu'on peut fièrement adopter en arrondissement avec des actions concrètes par rapport à ce que nous pouvons faire réellement pour souligner le mois du patrimoine autochtone. Est-ce que, dans la mesure où le mois du patrimoine de l'histoire autochtone est le mois de juin et que le prochain conseil va se tenir au mois de juillet, étant donné qu'il s'agit de souligner un mois consacré à la reconnaissance des cultures autochtones, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, éventuellement, en se servant aussi de la pause au cours de notre conseil, de convenir d'une motion sur laquelle on aurait un consensus et qui nous permettrait de souligner ce mois-là? Mais là, pour le faire, il faudrait qu'on puisse effectivement proposer la motion et l'ajouter à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de votre côté? Bien, en fait, je tiens vraiment à réitérer, je pense que cette motion mérite beaucoup plus de temps et de travail et de collaboration ensemble. Nous sommes très serrés. On a 4 ou 5 motions déjà à aborder pour cette soirée-ci. Nous avons quasiment jamais plus que 15 minutes comme pause pour pouvoir délibérer. Puis je pense que vraiment, avec les attendus et les résolutions que vous avez proposées, qu'il y a encore beaucoup que nous pouvons amener à cette motion qui va vraiment être, pas juste des mots, mais des actions à la fin de la journée pour notre peuple ici. Puis je pense que, oui, comme on a vraiment fait l'erreur, en fait, de ne pas proposer cette motion-là. On aurait dû le faire la semaine dernière. Puis, je prends ça avec toute responsabilité, mais c'est pas à la dernière seconde qu'on va avoir une motion à 16h36 qui va faire une différence pour notre peuple ici, dans notre arrondissement. Donc, je souhaite vraiment qu'on puisse travailler ensemble pour le prochain mois, même si c'est en retard, mais au moins, on va avoir quelque chose de concret qu'on va pouvoir mettre en place pour le restant de l'année et pour les années à venir. Puis, M. Moreau aimerait dire quelque chose, puis ensuite, M. McQueen. Merci. Merci d'avoir soumis la motion, mais de le soumettre 2 heures en avance ne nous donne pas l'opportunité d'avoir une conversation sur la motion elle-même, d'être certain que tout est bien arrimé. Et si on veut continuer cette tradition-là, en tant que mois patrimoine national qui est commencé en 2017 au national, je pense que c'est une bonne motion qui vaut la peine de prendre le temps de bien regarder. Donc, j'apprécie que ça a été envoyé, mais ça ne nous donne pas assez de temps et on va le revoir le mois prochain. Monsieur McQueen, vous voulez intervenir? Yeah, I realize there's some people here more English. I just want to say that what was happening here is that my colleague from Côte-des-Neiges, Emily Brière, remembered this weekend that June is Native First Nations History Month. And as we're already saluting several communities in our agenda tonight, we wanted to add a motion saluting our Canadian First Nations right here this 1st of June for June. Now, the administration has openly admitted, let's give it a hand of applause if you support that. The administration has openly admitted they've forgotten, and that's normal. I mean, anybody could forget. That's okay. But now we have a chance to rectify it right here during the session. So Mr. let's just McQueen. rectify it. I don't understand. I understand. You can read it. Your aides can read it over the course of the meeting. It's at the end of the meeting. Let's salute Canadian National Month of Native First Nations History right here in June. Thank you, Mr. McQueen, for your intervention. What I also openly said was that it wasn't just us that forgot it. You had the opportunity on your end of deposing the motion last Monday, and it was also on both ends something that was not done. We have the opportunity, yes, of accepting a motion. However, with the delay that it was deposed in and also with the wording and so on, I think that there's an opportunity here of actually really making a commitment, engaging as a council in doing something concrete for the First Nations and for all those that find themselves on
the borough of Côte-des-Neiges NDG, we have much more that we can contribute to this motion other than words. And I think that's what we're trying to push for the month of July. Although it is late, it isn't, the month that highlights the history. But I think that if we do it in a way that is constructive and collaborative, we will be able to concretely do something better in the borough that isn't just symbolism. If you allow me. Est-ce que je peux reprendre la parole? J'aimerais parler aussi. Je peux laisser la parole. OK, allez-y. I just want to correct that June 21st is Indigenous Peoples Day. That's also why. It's also something that's been in effect since 2017. The previous administration was here for 8 years and never introduced it, and I don't want to play politics with Heritage Months to introduce it 2 hours before Council, bring no one from the community to Council in order to show the respect that this action, although strictly symbolic, it does not accomplish what it says in the Truth and Reconciliation discussion. And although it is one of the points towards reconciliation, it shouldn't be made abstractly. So I really think that in order to pay respect to the national month that's been in effect since 2017, that we can allow the day to be contributed to, and we can make sure that it's marked in Côte-des-Neiges NDG next year. Thank you. Oui, Madame Bria. Merci. Je vais m'adresser aux gens qui nous écoutent en ligne, puis à vous qui êtes présents ici aujourd'hui. Je suis élue depuis moins d'1 an, c'est mon premier mois de juin. Je découvre aussi le fonctionnement des conseils d'arrondissement. Je découvre qu'en général, l'administration prépare beaucoup de déclarations et c'est vrai que on ne redouble pas cette même préparation-là du côté des élus de l'opposition parce que on aurait un dépôt de 2 motions pour souligner le mois de la fierté, 2 motions pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, par exemple, qui aurait pu arriver. Et donc, on découvre quelle déclaration, quelle motion l'administration aura déposée en même temps que vous, le jour où l'ordre du jour est rendu public le vendredi. Donc, c'est effectivement vendredi que j'ai pu me rendre compte que, en fait, dans l'occurrence, qu'on allait rater cette opportunité-là. J'ai aussi fait savoir, plus tôt que l'heure à laquelle je vous ai transféré la motion, mon intention de soumettre une motion plus tôt dans la journée aujourd'hui. Et je peux concevoir que l'administration souhaite procéder autrement et faire un travail de fond, ce que je salue parce que je pense qu'on n'aura jamais fait assez pour mieux reconnaître les grandes contributions et le grand respect qu'on doit au peuple autochtone. Cela dit, de ne pas me permettre de simplement proposer la motion et de nous permettre d'en débattre plus tard, je trouve que c'est une occasion ratée parce que ça aurait pu tout simplement inscrire dans le procès-verbal de notre séance du Conseil d'arrondissement les propositions que j'aurais souhaité faire, appuyées par mon collègue Peter McQueen. Mais ne vous en faites pas, je rendrai le texte de cette motion qui n'a pas pu être présentée disponible d'autres façons. Et puis, je vous laisserai savoir comment vous pouvez, vous aussi, tout au long du mois de juin, célébrer le patrimoine et l'histoire autochtone. Et en particulier, le 21 juin, il y a plusieurs activités qui sont prévues à Montréal et je m'assurerai qu'on communiquera de plein d'autres façons avec vous, résidents de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, pour que vous puissiez honorer l'histoire des différents peuples autochtones à Montréal. Merci, Madame Bria. Et par souci de transparence, la première fois que vous nous avez partagé votre intérêt pour déposer votre motion était à 2h53. Donc, oui, l'émotion a été publique à partir de vendredi, mais durant la fin de semaine, on n'a pas eu un échange là-dessus. Donc, juste, encore une fois, ce n'est pas une question de partisanerie, c'est une question de réellement mettre en place quelque chose dont tout le monde ici autour de la table peut être fier, qu'on appuie et qu'on reconnaît l'histoire. Et en fait, tout ce que les communautés nous ont donné en nous laissant être ici sur leur territoire. Donc, on va passer au point 10.03. À approuver le procès-verbal de la séance. Oui. Juste au niveau de la procédure, parce que là, ce que je comprenais, c'est que c'était une proposition d'amendement à l'ordre du jour. Oui. Alors, il faudrait voter pour l'amendement proposé par Mme Brière, appuyé par M. McQueen. Mm-hmm. Puis après ça... On vote. Oui, bien c'est ça. Juste vous prononcer si c'est
rejeté à la majorité ou... Oui, c'est rejeté à la majorité. C'est rejeté à la majorité. Donc, et puis au niveau de l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été présenté, est-ce que c'est un vote à la majorité positif ou Mme Brière et M. Est-ce que vous voulez un vote McQueen? nominal ou est-ce que vous voulez un vote nominal? OK, donc on va faire un vote nominal. OK. Pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté initialement. Oui. Parfait. Donc, M. Teodorescu. Pour. Contre. Against. Parfait. Merci. Merci. Parfait. Donc, le point 10.03, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2026, proposé par M. Morose, appuyé par Mme Thiagaraja. Et donc, voilà, nous sommes au 10.04, période de commentaires des membres du Conseil. Nous allons commencer par un mot de moi. On va par la suite avec Mme Émilie Brière, ensuite M. Sonny Morose, par la suite Mme Melanie Thiagaraja, Peter McQueen et ensuite M. Alexandre Teodorescu. Donc, je vais demander à ce que les 5 minutes soient sur l'écran, s'il vous plaît. Je ne veux pas prendre trop de temps, just to be fair. C'est 10h50, ça vient juste de changer, si tu veux commencer. OK, so je vais commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Good evening, everyone. Comme certains d'entre vous le savez déjà, je me suis absentée depuis le début de l'année parce que j'ai eu une petite fille. Donc, ça fait quelques semaines maintenant que je suis de retour depuis le début du mois de mai et je suis pleinement engagée à continuer le travail qui a été amorcé par notre administration. Je tiens d'abord et avant tout de remercier mon collègue, M. Morose, qui a réellement occupé du rôle de maire suppléant pendant mon absence, ainsi qu'à l'ensemble de mes collègues ici présents devant vous et toute notre équipe en arrondissement pour leur dévouement et leur aide pendant mon absence. Je sais que c'est vraiment pas évident. It's really such a challenging job to be an elected official, to be, in front of the public with the challenges that we have with regards to the borough, but I really appreciate the hard work that everyone has been putting in to improve the state of our borough with, of course, the help of our fonction publique. J'aimerais prendre ce moment aussi pour remercier le commandant du poste quartier 26, le commandant Stéphane Rodrigue. Probablement, il y a plusieurs d'entre vous qui ne le connaissent pas, mais j'ai eu l'honneur de travailler avec M. Rodrigue pendant les 4 dernières années quand j'étais conseillère du district de Darlington. Et je peux vous dire honnêtement qu'il est une personne superbe. Là, il nous quitte pour un autre poste au sein de la SPVM, mais j'ai, pendant les dernières années, pu réellement compter sur sa collaboration, son dévouement et sa connaissance fine de notre arrondissement, surtout au niveau de Côte-des-Neiges. Donc, je tiens vraiment à le remercier et j'ai bien hâte de travailler avec la prochaine personne qui le remplacera. Donc, beaucoup d'entre vous le savent et, en fait, m'a interpellée dans les dernières semaines au niveau des enjeux avec le nettoyage de nos rues. Puis nous avons ces enjeux-là depuis le tout début de la saison. J'ai eu plusieurs discussions avec les équipes concernées en arrondissement et il y a eu malheureusement des ennuis avec notre équipement, nos balais de rue et nous sommes réellement vraiment désolés des inconvénients que cela peut vous causer. For our administration, we've made basic services a major priority, so I believe it's really important to be honest when expectations are not met. This spring has been more than challenging. Every single person at this table has received emails. They could see it themselves when they walk down the streets. There has been real issues with regards to the accumulation of leaves at the corner of streets and debris, for example. But we're very aware of these issues and we're an administration that has been here for 6 months and we're not trying to make excuses, but the truth of the matter is that there has been chronic and historical underinvestment in equipment in order for us to better serve our population. And that's something that we're working very hard to address so that we can give a level of service that we can all be proud of. Donc, on le sait aussi que plusieurs rues et trottoirs de l'arrondissement sont en très mauvais état. Je suis fière d'annoncer qu'on va adopter ce soir un contrat de 2,7 millions de dollars pour travailler sur des tronçons de rues et trottoirs dans l'arrondissement. So part of Ponsard, Marshall, Draper, and Kensington roads will be repaired, and there's also a lot of work that will be done with regards to securing intersections for pedestrians and sidewalks as well.
Ça fait maintenant 4 ans, en fait, que j'étais conseillère de ville pour le district de Darlington, où nous sommes aujourd'hui. Puis à chaque arrondissement, chaque conseil d'arrondissement, je faisais vraiment appel à ce que nous vivons chaque 1er juillet. Every year, it was a big conversation that I would have with residents in my district, and now it's a conversation that I have throughout the borough with regards to our operations for the 1st of July. It's no secret that every year we find out more and more people are losing roof over their head for whatever reason, economic, for very difficult, challenging social issues that people are living. We are in a very difficult time, and I really want to take this opportunity with the time that I have to, highlight the fact that there are resources available. You can call 311. It is not perfect, but if you are in a situation where you will not have a roof over your head, we will put you in contact with the OMHM. We will help you if you need a place to, hold your items until you can find a roof. And if you're having issues with the home that you have with regards to conditions, for example, or issues with your landlord, on a des organismes exceptionnels sur le territoire, que ce soit Projet Jeunesse, Logis Action. À chaque année, on compte sur les bénévoles, sur les personnes qui travaillent dans ces organismes, puis font un travail exceptionnel pour bien guider, bien outiller les résidents avec les enjeux qu'ils vivent régulièrement. Donc, je tiens vraiment à remercier ces organismes-là. Puis, j'aimerais aussi partager l'annonce que notre administration avait faite. D'ailleurs, notre administration, sous le leadership de notre mairesse, Mme Soraya Martinez-Ferrada, on a annoncé vendredi dernier une bonification de 3,4 millions de dollars sur 3 ans au niveau du soutien qu'on donne à l'OMHM afin d'offrir plus de stabilité et prévisibilité sur le terrain. Donc, vraiment, sur ce point-là, I hope it's not enough, it's never ever going to be enough, but I hope that money is truly going to be able to support, the families that end up on the street with their children or all the individuals that truly need help. On l'a vu dans les médias. How many more pages are there, Madame Ramirez? Oh. Has surpassed your time? Ça fait 5 minutes. Donc, I'm sorry I didn't have enough time. There's a lot to talk about. It's my first council, but I look forward to seeing everybody and continuing the important discussions. Puis je passe le mot maintenant à mon collègue. À ma collègue, Madame Bria. Merci. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. C'est super agréable de vous retrouver ici au 67-67. Ça change de notre environnement habituel et on voit d'ailleurs des nouveaux visages dans la salle. Donc, je pense que c'est toujours une très bonne chose de pouvoir venir à votre rencontre et de vous rendre la participation à nos conseils la plus facile possible. On a parlé déjà de la motion que j'aurais souhaité présenter pour souligner tout simplement le mois de l'histoire autochtone. C'est quelque chose qui me tient à cœur en particulier, non pas parce que je suis moi-même issue d'une communauté autochtone, mais simplement parce que je remarque qu'on souligne beaucoup la contribution, et avec raison, on souligne la contribution de nombreuses communautés qui viennent enrichir la vie culturelle et économique, gastronomique, de plein d'autres façons, notre vie montréalaise. Mais toutes ces communautés, et j'inclus celle dont je descends depuis plusieurs centaines d'années, toutes ces communautés-là sont venues s'installer sur un territoire qui n'était pas inhabité auparavant. Et je pense que c'est important de s'en souvenir et que toutes ces contributions de communautés qui se sont établies il y a longtemps ou il y a moins longtemps à Montréal, elles sont établies à un endroit où vivait déjà une culture. Et je trouve que ça prend beaucoup de sens de s'en rappeler au même moment où on célèbre la contribution de communautés plus nouvellement arrivées. Donc, je voulais au moins souligner ceci, étant donné que je ne pourrais pas présenter la motion, en tout cas pas ce soir. Ensuite, on va parler il y aura d'autres motions qui vont être débattues, présentées ce soir, dont 2 motions sur un même sujet. Et là, on est typiquement dans le cas de ce qui a été discuté tout à l'heure, c'est-à-dire que mon collègue Peter et moi, on avait préparé une motion en appui aux revendications des coops, donc la Fédération des coops et les organismes qui soutiennent les coops ont demandé plusieurs fois au gouvernement de Québec, on fait des grosses manifestations pour demander
demandé au gouvernement à Québec de retirer les passages du projet de loi 20 qui les concernent, notamment tout ce qui est trait à un guichet unique. Il y a unanimité contre cette proposition-là dans le milieu des coops. Et nous, après avoir bien écouté et bien lu les mémoires et compris la problématique, on trouve qu'il est nécessaire, ou en tout cas qu'il est souhaitable, de donner notre soutien aux coops, parce que notamment dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est des organismes qui fournissent du logement hors marché. Et c'est ce type d'organisme-là qui nous permet d'avoir vraiment une offre qui ne répond, enfin, qui n'est pas soumise à la loi de l'offre et de la demande et qui met autant de nos voisins dans la précarité. Vous allez trouver dans l'ordre du jour une autre motion qui porte aussi sur le projet de loi 20 et sur les coops, mais cette fois qui a été proposée par l'administration, et donc on a découvert vendredi dernier, puisque tout ça se travaille de façon parallèle, enfin, c'est-à-dire que eux prennent connaissance de notre motion bien en avance, mais on propose une que nous, on découvre le vendredi en même temps que vous. Et donc, on va pouvoir débattre de laquelle de ces deux motions-là reflète le mieux les besoins des coops, et ce sera sans doute soumis au vote. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont là aujourd'hui pour vous exprimer au sujet du logement hors marché, du logement sur les coops, j'ai très hâte de vous entendre parce que je pense que c'est des prises de parole qui pourront guider notre décision. Ensuite, je voudrais revenir sur deux petits aspects de l'ordre du jour. Je voudrais simplement souligner que je serais ravie aujourd'hui de consacrer une partie de mon budget discrétionnaire à un organisme que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle Philobox. Philobox, c'est un organisme vraiment avec une mission assez atypique. C'est un organisme qui permet à des jeunes du quartier de faire de la boxe, mais en même temps, en échange, donc gratuitement, ils ont accès à un entraînement de boxe, mais ils ont aussi la responsabilité, le devoir de s'asseoir après ces entraînements-là et avoir une discussion sur des aspects du vivre ensemble, sur des aspects de leur santé mentale, de leur santé physique. Et je trouve que c'est une belle façon de rendre des services à notre communauté, en particulier à nos jeunes de notre communauté. Donc, je suis très contente de pouvoir encourager cet organisme-là. Ensuite, on va aussi voter la pérennisation de certains budgets qui sont issus des budgets participatifs qui ont été octroyés ces dernières années, notamment en matière de sécurité alimentaire. Il y a des beaux projets qui ont émergé de ces budgets participatifs-là, des projets que vous-même avez identifiés, avez soutenus, et l'arrondissement va pérenniser ces projets-là dans le cadre de budgets qui, là, cette fois-ci, ne sont plus participatifs. Donc, je serais curieuse de mieux comprendre aussi quelle est la vision de l'administration au sujet de la participation citoyenne et des budgets participatifs quand on voit des aussi beaux succès que celui qu'on va pérenniser ce soir. Mon temps est écoulé. J'aurais voulu vous parler de plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter ici. Bon conseil. Merci beaucoup. Monsieur Morose. Oui, bonsoir. Hi, everyone. Thanks for coming to 6767. We made it. Dans le passé, c'était tout au Gelber Center ou dans des places moins recevables. Et je pense que de le faire d'une façon centrale à 5160 des Carrés, qui est vraiment d'une façon rejoignable sur le 51 à travers nos métros. All the major bus lines can get you to where we usually have council. But to see this number of people come to a place that's only really reachable through the 165, maybe taking the blue line down, or I saw a few people taking the bike. Yeah, appreciate it. Thank you for coming. It's important. That's why we do it. And if you have any suggestions about where it should be in the future, we have a guy in the back, Etienne, and he'll take all your suggestions. Or if you want to mention it during your question, it'll be well received. We do another meeting also in NDG in November, and we tried also to have it at the West Haven Community Center in Loyola last year. And I think we could do it better. So if ever you're looking for suggestive ideas, please don't hesitate to contribute to where we could have this meeting in the future. I'd also like to, j'aimerais faire juste un petit commentaire. J'ai pas apprécié dans la dernière introduction qu'on a joué sur les politiques du timing de quand on peut déposer une motion. Quand j'étais dans l'opposition les dernières 4 ans, je savais qu'il y avait un deadline de soumettre une motion. Je savais des fois que j'allais soumettre quelque chose que l'administration allait aussi soumettre, mais si je voulais être inclus, si je voulais que la motion d'aller de l'avant, je savais qu'il y avait un échéancier à respecter et quand je pouvais, je le faisais. Une des choses sur le point de l'ordre du jour, c'est bien sûr, on revient sur le 150e anniversaire de NDG. NDG is celebrating its 150th anniversary, and on
The agenda today, we are continuing the tradition that was well started by the previous administration to close Monkland, August 20th to August 23rd. It's going to be a great time. We call it Imagine Monkland, and we're going to have added things for you this year. I'd also like to take a moment to highlight Father's Day. Ça s'en vient à grands pas. Et je l'ai dit à la dernière conseil, mais je suis maintenant oncle. Et donc, ma sœur a accouché. Et ça serait la première fois que Justin aurait l'opportunité d'être père dans notre famille. Et je voulais le saluer. And welcome to the world, Ozzy Paul Verrill. Aussi sur l'ordre du jour, c'est les réaménagements. Le deuxième morceau des réaménagements à Mackenzie King, le parc Mackenzie King. So that's corner Côte St. Catherine and Westbury. We have a park that's in development. I was working against the turf, the synthetic turf. I don't think that's something we should put. We shouldn't remove grass to replace it with synthetic turf. If there's an empty parking lot, put a synthetic turf on that. But to remove grass to replace it with synthetic turf, I don't believe in that project, but it still went ahead last administration. And now we're voting a second chunk in. And I think this will be better received by the local community. It's creating a better floodplain. There's a dry river that will allow flooding to go towards the Boisé Dora Wasserman. And it'll do a couple changes to the area where people barbecue. So I hope that not this year, but next year, people at Mackenzie King will be able to celebrate even more in the spaces that we have. And there will only be, unfortunately, just one event on June 14th before the work starts at Mackenzie King. For those who run events, sorry, the park's not available this year. It will be again, hopefully next year. Un des points que j'aimerais mettre l'emphase dessus, c'est aussi le départ de notre commandant. Il était fantastique, Stéphane. Merci, je te salue. Petite anecdote, dans sa première semaine, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il est venu dans mon district pour rencontrer les gens qui géraient un problème de cohabitation en arrière sur Edmond-Montpetit, puis Descaries. Il y a un cours en arrière, là. Les résidents avaient assez des problèmes de cohabitation qui, malheureusement, s'aggravaient parce que le building Insight, qui est maintenant sur le Hotel Sparks, ils ont parti, ils ont retourné en Houston et personne n'a repris le territoire et ça débordait. Et le commandant est venu et je ne l'avais même pas anticipé. Et de voir ce type d'engagement-là, je veux juste le saluer. Je te remercie pour tout ce que tu as fait entre ça et aujourd'hui. Et j'espère que le prochain aura la même ouverture envers la communauté et comprendre la complexité de Côte-des-Neiges et comment appliquer la loi sécuritairement. Merci, Stéphane. Avec les 18 secondes qui me restent, Happy Italian Heritage Month, that's coming up this month. Happy Filipino Heritage Month. I hope that you check the Filipino Heritage Society of Montreal. They have a full list of events that are upcoming. And merci aussi pour Multicaf, à MADA et au Family Store à Côte-des-Neiges qui donnent la nourriture à très bas prix pour les personnes les plus en besoin. Ça, c'est nos 3 qui sont là. Et Multicaf, en partenariat avec d'autres, Inari notamment, on a fait l'implantation, the planting, of Montreal melons in the Hippodrome just recently because we want to encourage you to come yourself. So if you have time over this summer, know that on Wednesdays we go volunteer at the Hippodrome and everybody's welcome, old, young. We're trying to make it as accessible as possible. There's still a little gravel to get there, but if you have any problems, we're really trying to encourage more people to volunteer at the Hippodrome. It's an amazing place to find nature in Montreal. Merci, Monsieur Morose. Madame Tiagaraja? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Good evening, everyone. Merci d'être déplacé ici à mon district. Je sais que c'est chaud aussi aujourd'hui, mais j'espère que c'est pas chaud dans les commentaires. Okay. Okay. Alors, over the month of May, I had the opportunity to take part in several meetings and events that highlight community work, cultural heritage, and moments of collective celebration in Montreal. En mai, nous avons souligné le mois du patrimoine asiatique à l'Hôtel de Ville à Montréal, un moment important de reconnaissance et de célébration des communautés asiatiques de notre ville. This year was particularly meaningful as 5 major Asian communities came together to strengthen visibility, collaboration, and representation across Montreal.
Dans le cadre du mois du patrimoine asiatique, j'ai également participé à un événement organisé par l'Alliance montréalaise des Asiatiques pour la prospérité et l'inclusion. We watched the documentary Boat People, a 50-year journey, which retraces the experiences of Vietnamese refugees and the legacy they built after resettlement. It serves as an important reminder that migration stories are central to Côte-des-Neiges NDG, where different communities and cultures help shape the social fabric of our borough. J'ai aussi eu l'honneur de participer à la procession de Visaga Puja organisée par la Société bouddhiste Khmer et les communautés bouddhistes de Montréal. This ceremony honors the birth, enlightenment, and passing of the Buddha observed during the full moon of the lunar month of Visaga. J'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de la communauté et de mieux comprendre l'importance de cette célébration dans la transmission des valeurs de paix, de compassion et de respect. As part of the celebration, I participated in the Peace Walk, which followed a circular route symbolizing unity and continuity. Walking alongside community members on Jean-Talon Street, it was a meaningful opportunity and experience the celebration firsthand and better first understand its significance. And it's nice to see that this Buddhist temple is actually in my district on Rue Nancy, and I highly recommend to go visit. It's a very beautiful Buddhist temple. Finally, I had the honor of attending City Hall to celebrate the Victoire de Montréal after their historic victory in the Walter Cup. We had the honor of welcoming the team as they signed, yes, give them a round of applause, La Victoire. We had the honor of welcoming the team as they signed the Golden Book and celebrated this important moment in front of members and the public and the fans. Au-delà de la victoire sportive, en tant que personne ayant grandi avec une passion pour le sport, je trouve ce moment particulièrement significatif. Seeing a women's hockey team reach that level and win such a title is very inspiring and opens doors for future generations. They are setting the example for young girls across Montreal that ambition, leadership, and excellence in sports truly have a place for them. And I just wanted to say I enjoyed taking pictures with them. I even got the captain's autograph. So I'm happy for that. But merci beaucoup. Thank you so much. And the first lady on the NHL. Okay, Michael. Yeah. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Peter McQueen. Good evening. So the reason myself and my colleague, Emily Briere, pushed so hard to get the motion to underline Native History Month right away now in June is because the situation is pressing. The racist right is on the move in Canada and in Quebec. First of all, Friday night, a resident wrote me about some odd posters in front of Royal Vale High School. I went and checked it out the next day, and indeed, they were recruitment posters from a new right-wing organization in Canada called Dominion something or other. So this happens, and then I put it on my Facebook. If anybody wants to see the posters, they're on my Facebook. And, I thought this was odd and strange. This is going on in Montreal, which is, after all, a very liberal city. Mais là, le jour après, dimanche, qu'est-ce qui se passe? Une manifestation à Shawinigan, où clairement, une espèce de droite raciste, chrétienne seulement, essaient sans montrer leur visage, sont actifs dans notre pays, dans notre province. So this is a racist, Christian-only, white-only view of our society, and it needs to be, countered right away. So that's one reason we push so hard on the motion. On a more productive note of things I've done in the last month, I spent a lot of time helping to clean up the Falaise. So there's two great organizations in our borough, the Sauvons la Falaise and Urban Nature, who both participate keeping the Falaise clean, visiting, growing trees there, also in the parks of our neighborhood that are up against the Falaise, like Terry Fox Park. So I salute their excellent work. Prochainement, pour quelques items saisonniers sur l'ordre du jour, je veux lancer des fleurs à notre administration pour la peinture de la piste cyclable sur Notre-Dame-de-Grâce. Alors, quelques cyclistes se sont plaints la semaine dernière, merci, et nos services, j'ai vu que c'était peinturé aujourd'hui, alors bravo. Prochain défi, bien sûr, les problèmes avec l'eau.
So you've probably read in the papers, a big one of the major pipes taking water up from the Atwater station up to the reservoir in McTavish is having problems. It's being shut intermittently, and that's why we're asking residents to not use too much water. Don't water your lawns. Fill your pools, swimming pools at night if you have to. Et l'arrondissement aussi doit bien sûr faire sa partie. Alors, je vous ai envoyé un courriel sur un jet d'eau, un jeu d'eau qui fonctionnait continuellement. Last thing for borough work is road work. First of all, once again, there's been road work at DeCarry and Sherbrooke now for about 3 weeks, a hole dug up, a lot of cones, a lot of disturbing traffic, and especially buses and pedestrians. I have asked our services in a couple of emails now, and I will ask them again during question period today in French. So we're going to find out what's happening there. But I was happy to hear that my colleague, Sonny Morose, was both congratulating all fathers, of which I am one, and congratulating NDG on its 150th anniversary. Thank you very much, Councillor Morose. I'm going to try to help out in his district. One of the major road works I saw coming that came through my email is major work along DeCarry on the south band, so on the east side from Côte Saint Luc Road all the way down to Queen Mary, I believe, and then along Queen Mary. So some major road work there. So j'urge nos services de faire tout ce qu'ils peuvent pour être certain que la circulation, les piétons, tout circule librement et en sécurité. Finally, a final thing about procedure here. Since we started with procedure tonight, I'm going to make one more point about procedure. One of the changes that the administration suggested was that questions about the ordre du jour, questions about the agenda go first. I see that there's at least one written question that's about the agenda, so we're going to see this new policy in action right here tonight. But also, unfortunately, on Friday, we got our ordre du jour later than usual. So it's a bit of a contradiction to say we're prioritizing questions about the agenda, but the agenda is now coming only late Friday afternoon. So hopefully in future months, we'll get back to the agenda being Friday morning. Thank you. We voted last council. Okay, thank you for your intervention, Mr. McQueen. Alexandre? Hey, everybody. Happy to be here. Glad to be part of this mobile council. Love the number on the front door, 6767. I don't know if you guys are aware, or maybe it's passé already. But I have 2 young kids, so I hear that all the time. 2 things today, but very important. I did something quite interesting, and I was looking forward to this moment for a while. It seemed like not a big deal, but it was for me. It was the first Café Citoyen that I wanted to organize for a while. We had winter, we had a rough spring, and for a moment it was a beautiful weekend, and that's something I wanted to do for a few reasons. First of all, it's funny, this job, it has different parts to it, and one part that I was really missing, believe it or not, it was during the campaign, it was the door-to-door, because we're in touch with so many of you, like on a daily basis, and we have this vibe. And once you are in office, then you lose a little bit that constant connection with you, all of you. And so I think it's true for all of us, right, on this stage, that the reason we're doing this job is because we want to serve the community. And so for me, it was really important to keep this contact alive, more than the emails and the Facebook messages and some of the you that I meet on a regular. And that's why it was very important. And I think what we're going through here, even though we have the question period, it's not the same format. And I wanted to test this, and it was kind of, what am I getting into? Because you don't know how the conversation will turn out, the vibe. We did it at Café 92. We had, 25 to 30 people. Even our mayor showed up. That was a great surprise, and Sonny as well. So I'm very happy because it was the coolest place to be that day. But, it gave me an opportunity to have really open and honest conversation with a lot of my residents on so many different topics and come at it from a place of curiosity and humility and trying to, share with them what I've learned so far in the job, right? And really trying to get also them to see
the perspective from a higher level and to come up together with some of the solutions. So I really appreciate the time we've had together, and the experience was so successful. Nobody got injured, so that's a good start. That we're probably going to do this on a regular basis. So stay tuned, and I would really like to see all of you in another cafe in Loyola very soon. Thank you. You know, on the second, I'll just finish on that because I think it's important. What I realize, you know, our action as elected officials, we're not their bosses, right? You know that, right? So our legitimacy, they do the work, right? We're supposed to orient, right, the administration, the services, right? And so our legitimacy, you know, comes from two places, especially the elected officials who are in the executive committee. So I'm lucky enough to sit there as well. So for me, it comes from two places. First of all, a letter of mandate that I got from the mayor with specific things that I need to deliver over the next, 3.5 years. But it comes from you, from my residents, right, who are telling me what is important for them. And so this is helping me, is directing me to direct the services to better serve you. So I think it's really important to keep this in mind. And, it's something that was kind of, in my mind, but it really made sense over, the past couple of months. So I really appreciate that. Maintenant, peut-être la deuxième partie, 1 minute 30, quelque chose qui était important depuis le début de mon engagement en politique et même avant en campagne. C'est quelque chose que je vois comme papa de 2 garçons. Et c'est vraiment, je suis hyper sensible à ça, à la sécurisation de nos écoles, de nos zones scolaires, de nos routes, de tout ça, parce que ça me rend dingue de penser des fois qu'il pourrait leur arriver quelque chose. Et je sais que je partage le même sentiment, la même émotion que beaucoup de nous qui sommes parents aussi. Et donc, dès le début, j'ai vraiment mis ça sur l'agenda à chaque fois que j'ai pu, la sécurisation. Et les services m'ont entendu beaucoup là-dessus et ils ont livré. Et ils ont commencé à nous soumettre justement des cocktails et des solutions d'opérations pour sécuriser. Et on a été même très proactifs. Et dans plusieurs écoles du quartier, en particulier une qui est un peu notre projet pilote, l'école Judy Jasmin. Et je remercie mes collègues du cabinet, Guillaume, de l'autre côté. Et on l'a entendu de l'école Judy Jasmin qui se sont dit, mais c'est la première fois qu'on a des élus qui eux-mêmes nous poursuivent, nous chase pour réaliser des projets de sécurisation. Et donc, on a très content, on est en train de déployer donc cet été, dans les prochaines semaines, 2 radars pour la détection de vitesse. On est en train aussi de déployer 2 autres radars pour vraiment faire la mesure de vitesse en ce moment, non pas seulement les panneaux qu'on affiche les vitesses. On a fait toute une étude justement pour essayer de voir l'organisation de la roue de l'intersection. Ah, je suis déjà à 0. Et tout ça pour dire que si vous êtes dans différentes écoles et vous voulez qu'on attire notre attention sur votre école, faites-nous signe parce qu'on est déjà en marche avec plusieurs de nos écoles et on en est très fiers. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va continuer avec l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point 10.05, la période de questions orales du public. Donc, je vais laisser Madame la greffière avec les règlements de notre régie interne. Oui, donc je vais vous expliquer le déroulement de la période de questions du public. Donc, la période de questions du public est de 90 minutes, répartie comme suit. 50 minutes pour les questions orales et 40 minutes pour les questions écrites. Donc, il y a 16 personnes qui se sont inscrites pour poser leurs questions en personne et 8 personnes nous ont soumis des questions par écrit. Suivant l'adoption du règlement modifiant le règlement de régie interne qui a été adopté lors de la dernière séance, les questions portant sur les points à l'ordre du jour du Conseil d'arrondissement seront entendues en premier. Donc, à cet égard, tel qu'il a été convenu, les 25 premières minutes des questions orales et les 20 premières minutes des questions écrites seront réservées à ces questions. Nous invitons les personnes inscrites en personne à être brèves dans leur préambule et à poser leurs questions rapidement de manière à permettre à tous d'être entendus. Un maximum de 3 questions peuvent être soumises sur un même sujet. Les personnes présentes qui n'auront pas pu poser leurs questions pourront le faire après la période de questions écrites si le temps le permet. Et les personnes qui posent une 4e question sur un même sujet seront entendues à la toute fin de cette période si le temps le permet. La mairesse doit veiller à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat, soit entre les membres du Conseil, soit entre les membres du Conseil et une personne présente. Elle peut limiter ou retirer le droit de parole à toute personne qui ne respecte pas cette règle ou dont l'intervention ne respecte pas les délais prescrits. Donc, les personnes présentes avec des enfants et celles qui utilisent le transport adapté, qui doivent quitter avant la fin de la période de questions, bénéficient d'une priorité faisant abstraction de l'ordre déterminé par le tirage au sort
Maintenant, je vais vous l'expliquer en anglais. Pardon. The public question period is 90 minutes long, divided into 50 minutes for oral question and 40 minutes for written question. 16 people registered to ask question in person, and 8 people submitted question in writing. Following the adoption of the bylaw amending the bylaw concerning internal rules for council management, questions concerning items on the agenda of the Borough Council will be heard first. In this regard, the first 25 minutes of oral question and the first 20 minutes of written question will be reserved for these questions. We invite those registered in person to be brief in their preamble and to ask their question in order to allow everyone to be heard. A maximum of 3 questions is allowed on a given subject. People attending the meeting and who were unable to ask their question may do so at the end of the period for written question, if time allows. 4th question on the same subject may be asked at the very end of the question period, if time allows. The mayor must ensure that the public question and information period does not lead to a debate between council member or a council member and a person attending the meeting. She may limit or withdraw the right to speak of any person who does not respect this rule or who exceeds the time limits. Individuals attending the meeting with children or those using paratransit services and who must leave before the end of the question period have priority over the order determined by a random draw. Est-ce que je liste les noms des personnes? Est-ce que vous préférez que je le fasse? Oui. Oui, parfait. Parfait. Donc, je peux nommer, en fait, peut-être les 6 premières personnes, ou je les nomme toutes, puis après, on reviendra. Lisa Freeman, Brandon Fenley, Joël Copeters, Pierre Trudel, Marc Rouleau, Stephen Jass, Simri Gomery, Michael Tesler, Yvan Berman, Patrick Rago, Devin Vincelli, Michael Shafter, Marc-Étienne Lévesque, James Bogdan, Hartley Barber et Irwin Rappaport. Donc, la première personne, c'est Lisa Freeman. For responding to my question at the meeting last time about universal accessibility, and for suggesting that I ask specifically about the budget. So I am here to ask about the budget of yourselves for our Borough of Montreal, and in general for your further advocacy to the greater city of Montreal and to the province for implementing universal accessibility. I know that it's the 30th Quebec Disability Awareness Week beginning today, and I'd like to move from awareness to action, and you'd mentioned that this needs a budget. Specifically, I'd like to understand the budget process and the amounts marked and allocated for accessibility. For example, with the Universal Accessibility Plan consultation nearing completion, so the meeting's on the 4th and 9th of June, what is the budget available and when to implement the recommendations that will be made? I imagine such recommendations, because I have made them, will include accessible mobility, such as repaired sidewalks, safe intersections, elevators in metro stations, and functioning ramps on all buses. Accessible public spaces, like parks without curb cuts, places like libraries and rec centers, so there is no automatic door button for the washroom in this building, and accessible businesses. What is the budget to improve accessibility of public spaces and events? I tried to attend the NDG Art Hop and could not because most of it was up many stairs. So I'm hoping you can respond to that in terms of the budget in general and in terms of those specific things for the Borough, Montreal, and your advocacy to the province. Thank you so much, Ms. Freeman, for coming to council and for your question. Thank you.
We met virtually a few days ago, which is why we made the emphasis on questions about the budget. I think it's important that when you make pledges, that there's a dollar symbol attached to it, because that's how you know that it's truly going to actually happen. With regards to the amounts, right now we are working on the budget for 2027, which is really why we decided to go into a consultative process at the moment, because once we receive all of that comments, suggestions, recommendations that you'll be giving in person this Thursday or virtually next Tuesday, all of that information is going to go through the borough. It's going to, end up in front of us, and that's how we're going to make informed decisions on how we want to orient our priorities for the budget. So at this moment today, I am unable to give you an amount with regards to our borough and with regards to the city, because we are really working on this budget that will be coming out publicly in the fall, and that will be adopted by the end of this year. But as we had discussed when we met virtually, our engagement that we're taking is really to make sure that when we are including measures of accessibility, that we're being mindful and that we're looking at best practices. We can't deny that we're a new administration that came 6 months ago. There's a lot of investments that need to be done in redoing our sidewalks in terms of making it actually accessible and safe. There's historic issues with regards to the investment that's needed in the metro stations. There's been progress, but there's so much work that needs to be done. And so we're going to be passing on the comments that we receive from the local consultations that we'll be doing with regards to my colleague at the STM, the president, Mr. Aref Salem, for example, and my colleague responsible at the Executive Committee for Universal Accessibility. At least on our end here, I know that it's just words right now, but you can really rely on us in terms of passing on the message and making sure that there is inclusion for the upcoming budget with regards to that. So in terms of the budget that you'd wanted me to ask about, that budget will be available in the fall of 2026 for 2027? Yes, that's how it works. So there is no accessibility budget currently? I don't have the numbers on that today. I can get back to you on what was done for 2026, but we have to, whatever the amounts were there, it's clearly not enough, and we need to find a way that it could be put in practice in a way that is tangible and that people can see the difference immediately. But I do have to say that in the last few years, from 2022 to 2027, there's been about $22 million invested to put our municipal installations up to code. For example, the addition of an elevator, for example, in the Trenholm Center, for example, and other additional measures that have been put in place in the other municipal installations. So that's something that has been worked on and that was included in the budget from 2022 to 2027. Okay. Thank you. Thank you. Do you have a complimentary question? Or was that it? Okay, nope, sorry. That was it. And you have my email, so you can send all that information. Yeah, I know. Thank you. Okay, thank you. It's not a back and forth. Thank you for. Yes. Brendan Findlay. All right, this question is for Alexandra Teodesco. Yes. So it was recently announced that Montreal was setting up its own system for counting cyclists, pedestrians, and some cars at some of the key cycling roads and intersections, and that you were in charge of this maneuver. So what is your question? So congratulations for first. Thank you. So at present, there are only 2 cyclist counters in NDG and 0 in Côte-des-Neiges. And I was wondering what will be done in the future to add these counters throughout our borough, especially in areas of importance. So for example, right now, our one of 2 counters at Terrebonne had 1,800 cyclists yesterday, which was the record for the year so far, and points to quite a few people cycling around the borough that we do not have solid numbers on. So are there plans to put these counters at important intersections such as Maisonneuve, Descaries, Terrebonne, Grand Boulevard, or Walkley and Summerled, for examples? Okay, well, happy to answer here because it was a, sorry?
Okay. Look, we're not going to have a debate on that. But I really appreciate the question because I've been, involved in that file for some time, and I've been representing our administration in front of the media, talking about it. I'm very proud to say that when you look and you compare where we are in terms of our data, collection infrastructure, we really are in the top tier worldwide, and especially in terms of the biking infrastructure. We had the Toyota Mobility Foundation who came to visit us last week. And they were going on and on about how advanced we were compared to all the cities in America, basically. So that being said, we know we're ramping up. We're at 90 type of data collection units. There are two types, right? Mm-hmm. You have the old ones, which are intrusive from éco-compteurs, that are loops in the ground that are capturing the passage of metal-based bikes. And now we decided to move to a more modern version of that, which are cameras up in the air, which are much more cost efficient to install and to maintain, and are able to build more intelligence for us in real time across the network. So we're at 90 in total, and we have another 50 to install, and they will be installed as the old ones are going offline. So we'll have an amazing capacity on the whole territory of Montreal to capture in real time. That's not the only way that we capture data on our cyclists. If you ask our services, what is the data? We have statistics on Terrebonne on many different points, and you see they're not there on the map. I encourage all of you to go and take a look. We have actually, I think, 4 or 5, depending on the position, detectors across all over the borough, not only NDG, right? Mm-hmm. You can take a look now. I can show you after. But we have statistics that are, this is like a permanent install, and we have temporary installs as well, right? And the first part, I'm going to keep it here now because, you had another question on cars, but this is on the bike. I don't know if that answered the question. Do you have maybe a second question? I guess just to follow up, if you're replacing existing ones, are there plans to put in new ones throughout NDG Côte-des-Neiges? Yeah, we have an entente cadre with the counters, and it's now we have our own infrastructure to receive the data at CD Centrals, which is great. We're not depending now anymore on a third party that we're paying year after year. So we have a plan to increase the overall coverage. And for sure, I will fight to have more of those even in our borough, because I see the map like you do. It was first, installed in the quartiers centraux, where it was obvious that this is where the majority of the first wave was coming from. So yes, we will have a much better detail on the numbers to adjust, to optimize, to develop, to do whatever we want to do as policy-wise with real numbers. So 100%. I'm really a data guy if it's not obvious already. So yeah, thank you for the question. All right, thank you. Wow, so much enthusiasm. Data. 3 quick introductory remarks. Congratulations to the new mother. And secondly, I bring you greetings from George Christianus, who had a knee replacement surgery in April. He's doing well. He misses being at the borough, and he hopes to be here with a question next month. So there's. Third quick comment, thank you for getting back to me with the numbers that I asked for. I appreciated that. I got a phone call and an email quickly with the detailed numbers of what we're doing on housing. Mes questions ce soir sont sur le projet de loi 20 à l'Assemblée nationale. On a 2 projets de motion, en fait, ce soir qui sont en réponse à ce projet de loi. Ça m'a frappé comme étant typiquement Québec de répondre à la crise du logement social avec de la législation au lieu d'avec des ressources, puis des fonds, puis des choses qui étaient nécessaires. Je vous parle en tant que membre du conseil d'administration de la coopérative d'habitation d'NDG. J'ai noté qu'avec les 12 ou 13 bâtiments qu'on gère, on a un pourcentage substantiel des 700 quelques unités de logements coopératifs à Côte-des-Neiges et NDG.
Le projet de loi 20 nous fait peur pour plusieurs raisons. Il veut mettre un guichet unique d'entrée, comme ça tout le monde qui a besoin d'un logement social abordable va entrer par le même guichet unique. Pour nous, c'est une erreur. La coopérative d'habitation, c'est un animal différent des autres. Il y a un engagement, il y a une implication des résidents dans la coopérative. C'est pas simplement question du revenu de la personne, c'est toute une série de critères qui entrent en ligne de compte. L'autre chose qui nous fait peur, c'est que l'idée de la coopérative, en partie, c'est d'aider les gens à s'assumer, à améliorer leur sort, à faire progrès, à trouver un appartement, à augmenter leurs revenus, à faire une meilleure vie. Et puis, une des choses dans le projet de loi 20, c'est que quand quelqu'un arrive à un plafond de revenus, s'il gagne trop d'argent, il ne peut plus rester dans la coopérative. Ça va complètement à l'encontre de l'idée de la coopérative. Ça fait qu'en regardant les deux motions ce soir, il y a une qui suggère de faire des ajustements au projet de loi tel qu'il est. Il y a une autre qui suggère d'exclure complètement les coopératives d'habitation du projet de loi 20. Donc, j'ai deux questions dans cette direction-là. Si j'ai bien compris, la motion du groupe majoritaire propose d'essayer de négocier des ajustements qui donneraient des exemptions ou des choses spéciales aux coopératives d'habitation dans le projet de loi. La motion propose d'envoyer une lettre communiquée à la ministre de l'Habitation. Ma question, c'est est-ce que c'est juste un coup dans l'eau? Est-ce que c'est juste une lettre? Est-ce qu'il y a déjà une porte ouverte? Est-ce qu'on négocie déjà? C'est clair à nos yeux que le gouvernement a avancé ce projet de loi sans parler à personne, sans comprendre la différence entre les deux. Est-ce que vraiment on estime que c'est une lettre qui va produire de la discussion? Ou est-ce qu'on propose d'envoyer une lettre comme un coup dans l'eau en espérant que peut-être ça va? Is there already open communication that's... Thank you so much. Merci beaucoup pour la question. En fait, ma collègue responsable du dossier de l'habitation, Mme Caroline Brown, a été en communication avec le gouvernement du Québec depuis le tout début de ce dépôt de projet de loi. Donc, nous, la Ville de Montréal avait déposé une mémoire par rapport au projet de loi. Puis oui, il y a des discussions en ce moment par rapport au projet en général. Et c'est pour ça, pour nous, en fait, ce que nous recommandons ici, surtout au niveau du guichet unique, c'est que Québec fasse une consultation publique là-dessus pour revoir et pour amender les inclusions des coopératives dans le projet de loi. Donc, je ne peux pas m'avancer à 100% sur les discussions qui ont eu lieu en ce moment entre la responsable du dossier et avec Québec, mais oui, il y a des discussions, puis nous, on défend pleinement ce que nous mettons dans notre lettre, en fait, et que nous souhaitons envoyer à la ministre responsable au niveau de Québec, Mme Karine Boisvert-Roy. OK. Si possible, j'aimerais me poser ma deuxième question à Mme Brière. Bien sûr, oui, allez-y. Le projet de motion que vous avancez dans 6505 propose d'exclure carrément les coopératives d'habitation du projet de loi 20. Étant donné, et je vais vous admettre que les coopératives d'habitation qui se sont prononcées dans les dernières semaines se sont prononcées dans cette direction-là, qu'il fallait carrément exclure les coopératives d'habitation du projet de loi 20. En considérant le point où on est rendu dans la discussion à Québec, pensez-vous que c'est encore réaliste d'espérer qu'il pourra y avoir une exclusion complète des coopératives d'habitation du projet de loi 20? Oui, absolument. Les informations que j'ai, notamment les échanges avec différentes personnes issues du milieu des coopératives et différents collègues aussi élus dans d'autres arrondissements, me laissent penser que il y a de l'ouverture, notamment depuis la nomination d'un nouveau Conseil des ministres à Québec, qu'il y a de l'ouverture pour revoir certains aspects et que je pense que c'est justement le bon moment d'offrir notre appui aux demandes telles qu'elles ont été formulées par les experts du terrain qui sont les personnes qui gèrent des coops rassemblées en fédération et en organisation nationale et qui font des représentations depuis plusieurs mois pour demander cette exclusion-là.
Donc, c'est la raison pour laquelle, en écoutant les gens sur le terrain, on pense que c'est tout à fait justifié et légitime de donner notre appui à leurs revendications pour que soient exclues les coopératives d'habitation du projet de loi 20. Ça, c'est un scénario, disons, souhaitable, mais qui serait même pas le scénario idéal, parce que je pense qu'il faudrait aussi, mais c'est pas dans la motion d'aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait ouvrir le même genre de débat autour des OBNL d'habitation, qui offrent aussi des solutions de logement hors marché et qui sont aussi concernés par le projet de loi 20. Je pense que, de manière générale, c'est un projet de loi qui, clairement, soulève beaucoup de débats sur plusieurs sujets. Il y a une unanimité du milieu des coopératives contre le fait que les coopératives soient concernées par le guichet unique. Donc, la solution, ou en tout cas la motion proposée par mes collègues de l'administration me semble aller beaucoup moins loin que ce qui est demandé par les coopératives, dans la mesure où il y a déjà une unanimité contre l'inclusion des coopératives dans un guichet unique. Donc, consulter ne reviendrait qu'à réitérer cette unanimité qui est déjà très clairement exprimée par les acteurs du terrain. Donc, je pense que c'est un projet de loi qui n'est pas mûr actuellement, qui risque d'être adopté dans la précipitation avant la fin d'une session parlementaire qui est déjà bien chargée, en période déjà préélectorale. Je pense que c'est très raisonnable de demander au gouvernement de reconsidérer ce projet de loi-là dans son entier, ou à tout le moins d'exclure la partie qui concerne les coopératives d'habitation. Merci. On va écouter le débat avec intérêt tout à l'heure. Parfait. Merci. La prochaine personne, ça serait Pierrette Prudel. Alors, bonsoir, Madame la mairesse, Messieurs les conseillers, Madame les conseillères. C'est sur le PL 20. Je ne répéterai pas tout ce qui vient de se dire au micro. Je représente ma coopérative, le village Côte-des-Neiges. Et je pourrais dire aussi, suite à l'AGA qu'on a eu de la Fédération des coopératives du Québec en fin de semaine, notre position en tant que fédération. Le modèle, il faut savoir au point de départ que le modèle coopératif est né de la mobilisation des familles de Côte-des-Neiges qui se sont mobilisées suite à un avis d'éviction de non-renouvellement de bail afin de sauver leur logement et de ne plus être jamais à la merci d'une éviction. À l'époque, les élus locaux, conscients que les familles sont l'âme et le cœur des quartiers, nous ont soutenus pleinement avec tous les moyens dont ils disposaient. Les coops, collectivement, sont propriétaires de leur milieu de vie qu'ils gèrent démocratiquement. Nous payons notre hypothèque et nous investissons dans notre entreprise sociale communautaire en heures de travail parfois colossales. Le modèle des coopératives est le seul modèle en habitation sociale réellement inclusif. Il faut savoir que 67% des membres dans les coopératives sont des femmes. 17% sont des femmes monoparentales, souvent fragilisées. Ce modèle s'adresse aux familles à faible et à moyen revenu. Il se différencie des HLM car il est à l'image, c'est une mini-société qui est à l'image de la grande société où nous retrouvons un profil mixte. La mixité sociale y est essentielle. Elle permet ensemble de s'enrichir collectivement en enrichissant, en nous donnant une meilleure qualité de vie. Nous apprenons à travailler ensemble. Nous avons une prise sur notre milieu de vie, notamment par l'entretien de notre parc immobilier et par le coût de nos logements. Vivre en coop, c'est un mode de vie qui ne convient pas à tous. La sélection de nos membres est garante de notre pérennité. Nous ne sommes pas un lieu de transition en attendant de s'acheter une maison ou en attendant de sortir de nos problèmes financiers.
mais bien un chez-soi où nous avons des enfants, nous les regardons grandir et nous vieillissons. Enlever aux coops leur droit de choisir leurs membres, c'est les condamner à disparaître à court ou à moyen terme, c'est en faire des HLM. Il faut laisser aux coopératives leur pleine autonomie plutôt que de mettre en place une bureaucratie qui non seulement ne profiterait à personne, mais qui engorgerait à coup sûr le tribunal administratif du logement et qui démobiliserait nos membres pleinement impliqués dans les coopératives. Il faut aussi se rappeler que l'autonomie des coopératives fait partie du droit international du logement auquel le Québec et le Canada ont adhéré. Ma question est la suivante. Madame la mairesse, est-ce qu'on peut compter sur une résolution non partisane de l'ensemble du Conseil de Côte-des-Neiges à l'effet de retirer à tout le moins les coopératives d'habitation du projet de loi, à défaut de demander son retrait total, car effectivement, les OBNL font partie aussi, et c'est un tort qui va aussi leur être créé. Merci beaucoup pour votre question, puis merci aussi d'avoir partagé tout l'historique de votre coop. Personnellement, puis je sais qu'il y a plusieurs membres ici présents qui partagent le même avis que moi. On a besoin de plus de coop, en fait, dans notre ville. On a besoin de plus de coop dans notre arrondissement. Vous avez entièrement raison que le modèle de coop, c'est le modèle qu'on espère avoir pour vraiment tous nos résidents. Puis à la fin de la journée, ce que Québec est en train de faire ne règle aucunement les enjeux par rapport à la crise du logement que nous avons ici aujourd'hui. Mais par rapport à la motion, puis ce que nous souhaitons, en fait, c'est sûr que nous souhaitons sortir d'ici avec une motion où tout le monde peut l'approuver. Puis, en fait, de notre côté, c'est pour cette raison-là qu'on avait déposé une motion, parce que pour nous, en fait, la position qui a été prise par les coops est extrêmement importante. Puis, la défense, en fait, de votre position est importante pour nous aussi. C'est sûr que à la fin de la journée, il y a des mots, en fait, que peut-être nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec, mais l'intention derrière la motion est la même. En fait, c'est de démontrer à Québec qu'ils doivent revoir leur PL20. Ils doivent carrément, s'ils ne sont pas capables de bien servir la population avec l'intention qu'ils avaient avec le PL20, simplement retirer-le. Puis, tu sais, il ne faudrait pas adopter ce projet à la va-vite juste parce qu'il nous reste 2 semaines de séance parlementaire. Donc, oui, j'espère pouvoir adopter quelque chose ici à l'unanimité. Puis c'est un débat qu'on va avoir à la fin de la soirée. Je vous remercie. J'espère intensément que les familles de Côte-des-Neiges, de NDG, et les familles à travers le Québec vont pouvoir continuer à travailler ensemble, à créer des milieux de vie qui permettent d'avoir une qualité dans leur logement et qui vont leur permettre de vivre convenablement. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup. Marc Rouleau. Bonsoir. Mon nom est Marc Rouleau, mais je veux juste dire d'autres choses. Ma grand-mère s'appelait McBride, donc j'aime les deux cultures, francophone et anglophone. Nous avons quelque chose, Montréal est extraordinaire, nous avons l'Université McGill, l'Université Concordia, l'Université de Montréal, l'Université du Québec, nous avons des hôpitaux en anglais et en français, donc Montréal est quelque chose quand même d'exceptionnel comparativement à bien des cités dans le monde. Mais je demeure sur l'avenue Royale, juste au sud du LCC. Mes deux questions vont s'adresser à la mairesse d'arrondissement et concernent le LCC et les problèmes qu'il engendre dans le voisinage immédiat. Ces problèmes sont les suivants. À ses débuts, en 1929, le LCC était une école secondaire pour garçons seulement.
d'environ 300 étudiants. Le LCC est devenu une école secondaire pour garçons et filles entre 1992 et 1995. Cela pouvait à peine être toléré. Cependant, le LCC est devenu aussi, au fil du temps, une école primaire et maternelle et est devenue une école indépendante privée non subventionnée en 2024. Le LCC a augmenté sa clientèle à plus de 900 étudiants. Le LCC prend de l'expansion au détriment du zonage résidentiel en faisant l'acquisition de cottages résidentiels. Même le plan de 2022-2027 du LCC reconnaît qu'il y existe un problème de congestion sur l'avenue Royale, NDG et le voisinage. L'arrondissement de Côte-des-Neiges, NDG, doit respecter les droits de propriété des résidents de l'avenue Royale, NDG, Draper, Côte-Saint-Antoine et Hampton. Ces rues ne sont pas la rue Queen Mary, où nous retrouvons l'Oratoire Saint-Joseph, le Collège Notre-Dame, le Collège Marie-France. L'avenue Royale et l'avenue NDG ont déjà deux garderies dans l'église Wesley United Church. Assez, c'est assez. Une solution. Exproprier les immeubles acquis par le LCC au fil du temps, dont un a été acquis et devenu institutionnel du temps de la crise du COVID, mais exproprier les immeubles acquis par le LCC au fil du temps qui ont permis au LCC d'accroître sa clientèle étudiante et de miner les droits des résidents. Je vise les adresses 4012, 4018, 4038 et 4040 Avenue Royale, ainsi que 5891 Avenue Notre-Dame-de-Grâce. Redonnez-leur une vocation résidentielle. Mes questions sont donc, aurez-vous le courage d'initier le processus d'expropriation des adresses 4012, 4018, 4038 et 4040 Avenue Royale, ainsi que 5891 Avenue Notre-Dame-de-Grâce, en votant une recommandation officielle en ce sens et le soumettre au Conseil municipal et de leur redonner un zonage résidentiel. Oui. Il y a eu expropriation, je veux juste faire un entre-deux, il y a eu expropriation du temps du maire Drapeau, mais ce n'était pas n'importe quel maire. Du temps du maire Drapeau, il était pour faire le débarcadère du Villa Maria sur l'avenue de l'Orphelinat dans la cour arrière des résidents qui vivaient sur la rue Coldbrook. Or, il y a eu une pétition dans ce temps-là, il y a une cinquantaine d'années, des résidents de Coldbrook et Earnscliffe, et on ne voulait pas avoir, les gens ne voulaient pas avoir le débarcadère à cet endroit. Ça a été soumis au maire Drapeau qui a téléphoné son conseiller municipal, le notaire Lacoste, et le notaire Lacoste a dit, ils ont parfaitement raison, et la raison d'être qu'on a un débarcadère autour du Villa Maria, du métro Villa Maria, c'est à cause de ça. Le maire Drapeau a exproprié le terrain du Villa Maria pour faire le débarcadère à cet endroit. Êtes-vous disposé à vous engager à ne pas autoriser toute nouvelle expansion du LCC, peu importe le zonage actuel, que le LCC fasse son école primaire et sa maternelle ailleurs, dans Notre-Dame-de-Grâce, mais pas dans ce coin-là. OK? Ça fait trop de circulation sur les rues que Merci, vous avez. M. Rouleau. Merci OK. pour vos questions et pour votre intervention. Attendez un peu, je veux juste finir. Les citoyens de l'avenue Royale, NDG, Draper, Hampton, Côte-Saint-Antoine, etc., devront-ils suivre des cours de Russell Crowe, OK, et devenir and become gladiators? Maybe. But we also have lawyers, gladiators, lawyers. It rhymes pretty well together, okay? OK. Donc, merci en fait pour la présentation de l'enjeu qui se trouve sur la rue Royale puis les rues avoisinantes. Puis, en toute transparence, je l'ai bien cité au début du Conseil. Ça fait quelques semaines que je ne suis pas ici présente et au courant de ce dossier précis, ça va être très difficile pour moi de prendre un engagement devant vous aujourd'hui par rapport aux questions que vous venez de poser par rapport à la droit de préemption et tous les enjeux liés avec l'expansion du LCC. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est regarder le dossier puis vous contacter par la suite pour avoir un meilleur
compréhension de votre vécu sur cette rue-là, mais je peux laisser aussi mon collègue... C'est pas juste sur la rue Royale, c'est sur les rues avoisinantes. Les rues avoisinantes, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais je peux laisser mon collègue, M. Morose, qui connaît mieux le dossier, de juste donner une courte intervention sur votre question. Merci. 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 C'est une des choses que j'ai gérées pendant le temps que sa maternité, qui a seulement duré 18 semaines. C'est un des enjeux. J'ai même réagi en tant que deuxième président du CCU. J'ai géré la commission sur la démolition. Je pense que vous faites référence à ce processus-là. Mais on ne fait pas référence à la démolition. Oui, vous avez fait référence, monsieur. Donc, c'est juste qu'on n'a pas de plan pour le territoire privé. Et quand on a une soumission au CCU, on l'évalue sur les positifs et les négatifs. C'est la raison que je pense que le meilleur suivi, ce serait une rencontre pour que vos enjeux, qui sont complexes, il y a plusieurs différents enjeux, des S3R sur des rues avoisinantes, la rue piétonne qui était suggérée durant le dernier, comme vous avez mentionné, le changement durant la pandémie. Tout ça, c'est des changements récents. Et merci pour votre présence aujourd'hui, mais je pense que vos questions ne sont pas nécessairement claires quand vous demandez une question sur une proposition. Pardon, une proposition qui n'est pas nécessairement firme de LCC. Je crois qu'on attend le dépôt d'un prochain projet. Je vais juste vous faire le commentaire suivant. Okay? Merci. Les droits de propriété, usus, fructus et abusus, ça remonte. Ces deux premiers droits, usus, fructus, remontent à la République romaine. OK? Et abusus à la fin de la Rome antique. Ce qui est en train de se faire sur les rues, par rapport aux rues avoisinantes, OK? Ce qui arrive, c'est que à un moment donné, ça va trop loin. OK? On peut tolérer peut-être une école secondaire pour garçons et filles, mais de là à tolérer une école primaire et une maternelle, ça fait trop de trafic. Et il y a eu des événements où il y a eu des ambulances qui essayaient de remonter la rue Royale du temps du trafic du LCC et sur la rue Côte-des-Neiges et sur la rue Notre-Dame-de-Grâce. OK? Et ces ambulances n'arrivaient pas à remonter. Ça va même à l'encontre, OK, de l'article 2 sur le droit à la vie de la Charte canadienne, même si l'édition constitutionnelle de 1982 de Pierre-Éliott Trudeau, c'est de la merde. OK? Ben, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que vous allez à l'encontre de droits qui remontent à la République romaine. Et ce qui arrive, on est revenu quasiment au système seigneurial. Merci beaucoup, OK, monsieur. au revoir. Parfait. Stephen Jass? Oui. Stephen Jass? Oh. Thanks for the opportunity. I have hundreds of photos, various photos of the folly that is the Terrebonne bike paths, plural. The concept, the design, the execution is just so awful. I wanted to show you at least just four examples to start off with. Fire trucks in front of Willingdon School. They cannot get past each other. It's blocked thanks to the bollards. No movement. They're paralyzed. Thank you very much. Here, we're at the corner of Terrebonne and Montclair, but this could easily be Prince of Wales or any other street. I'm actually beyond the white line here. The vehicle is actually in the walking path. But normally, the car would stop here to come to the front line, but look at the beautiful field of vision. This is in front of St. Monica's School. Every day, there's at most one bicycle there, and that's it. Sometimes there's two, but most of the time it's one or zero. And then here in front of Willingdon, there's no parking on the other side. There's no parking on Draper. There's no parking on Royal.
And believe it or not, it's about 25 meters away that you cannot park at the opposite intersections of that thing. So the brilliant minds a few years ago decided, here's parking, temporary parking, 15 minutes for only 4 vehicles. But you can see there's actually 8 right now. And I don't know who thought that at 8:30 in the morning, that only 4 parents would drop off their child at school at the same time. And what the other hundreds were going to do, I have no idea. I can't believe the incompetence of this ill-conceived plan. It's shame, shame, shame. I'd like to ask you, or if you can pass it on to whoever, when will this madness end? Thank you, Stephen. So I see that your question was addressed to Sunny, so I'm going to let Sunny. Oh, well, okay. Thank you so much for coming. Thank you for bringing visuals. I think it's important. We don't often encourage visuals, but I think they speak for themselves. I think there's improvements we can bring in order to improve the infrastructure in the borough, not just on Terrebonne. There are plenty others that we're going to bring changes to, but we're taking our time, making sure to review all the information. We want to make sure that the next decision that gets made is understood, is finding the happy balance to be able to move forward on these things. We lived through that experience of how pushing through a project into a community without speaking to them with respect and with an open dialogue. That's why I met with all the governing board associations at all the schools on Terrebonne as one of the first things I did in this mandate, to hear directly from them. That's in complement to the services who meet directly with the higher-ups. It's complicated changing an infrastructure on the street. I think Terrebonne being made one way was a good idea, given that there's no bus lines that run on it, and every other street that goes east-west has major bus lines. And I think that some of the ideas in Terrebonne make sense, just like some of them make sense on parts of Plamondon, Barclay, Bourrette. There's plenty of other bike paths. And I would just encourage you to continue to follow the safety. Please send us those pictures, and we'll make sure to address them over the summer, and we're going to get back to you in the fall with a project to address the audit of the bike paths and then the follow-up. Thank you, Stephen. Your follow-up question? That kind of answers the second one, but I just wanted to point out, in Eastern NDG, we cannot drive west on Terrebonne, and in Loyola, we cannot drive, in Eastern NDG, we cannot drive west, and in Loyola, we cannot drive east. I have no choice. I have to cross Terrebonne and take congested Monkland. On Terrebonne, there's nary a cyclist, but on Monkland, holy cow. There are hundreds of these. And I seriously encourage you or anybody to take a look at this. Everybody's in the middle of the road. Most of them have no helmets, no worries whatsoever. Why are none of these people on Terrebonne? And possibly one reason is because cycling like this on Monkland is safe, and it's safer than Terrebonne, ironically enough. Why would these people be in the middle of the road without a helmet in congested Monkland doing all this? So, I think it's just time to admit that the Terrebonne bicycle paths, as is certainly was a waste of resources, a waste of money, never mind how it uprooted all the different neighborhoods in east, center, and west. I would have asked you, when will you get rid of it? Or how do you intend to fix it? But I guess the answer is forthcoming. Thank you for your patience. Thank you for your advocacy. I think that there is a way forward that doesn't undo what the previous administration tried to do, but actually improves it. I think that looking back to the committee that my colleague Peter McQueen chaired after the first edition of it, or rather the second edition, failed because it lacked social acceptability. Sue Montgomery, the previous mayor, put Peter McQueen in charge of a committee that had people in favor and against, and people in the middle, and they came to one unanimous consensus, and we're really exploring that one to make sure that when we move forward, we're moving forward with the social acceptability that was created in the committee that Peter McQueen chaired. Thank you. Thank you. Prochaine personne, c'est Marie Gomery.
someone assist, please? Am I doing this right? Can you hear me? Hi, my name is Kim Gomery. I live in Peter McQueen's district. My question is for well, it's to all of the councillors really, but to the mayoress in particular. As you know, in spring of 2026, the Global Samud Flotilla launched the largest coordinated civilian maritime effort for Palestine to date. There were more than 70 boats and over 1,000 participants from more than 70 countries. These were everyday people determined to uphold the human dignity and international law that governments have failed to protect. Sadly, I don't know if you followed it, but the people of all over the world were abducted by the Israeli military in international waters. We experienced a very uncertain and terrifying couple of days where there was videos of them being tortured and zip-tied and abused. And we've heard since then that there were incidences of rape and all kinds of horrific things. 3 of those people were Montrealers. One of them I know very well, Ihab Lotoyev. He still has a huge slash that an Israeli soldier made in his hand. Now, a lot of people are wondering how we, the community of Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, can show leadership and solidarity with our brothers and sisters in Palestine, and in so doing refuse to be made complicit by our federal government, which has not embargoed arms sales with Israel or sanctioned Israel or taken any other concrete measure to respect international law and demonstrate moral uprightness. So we have a suggestion. There is a movement of so far 1,201 communities, including 15 municipalities, that have so far signed the Apartheid-Free Pledge, which states, "We affirm our commitment to freedom, justice, and equality for the Palestinian people and all people. We oppose all forms of racism, bigotry, discrimination, and oppression. And we declare ourselves an apartheid-free community, and to that end, we pledge to join others in working to end all support for Israel's apartheid regime, settler colonialism, and military occupation." So my question is, will Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce take the pledge to become an apartheid-free community? And I know it's a big ask, and I know this is maybe completely new to you, so I just want you to know that there is an apartheid-free group in Montreal. We'd be happy to give you all the information you need about this. There are videos, there's a list of the other groups, there are slideshows and so on too, or do a town hall or whatever you need to do to be able to take the pledge in full understanding of what that means. Thank you. Please, it's not, excuse me. It's not your time. It's not a back and forth. There's nothing, excuse me. Shh. Oh, okay. Please stop interrupting. I'd like to respond to the intervention and to, so thank you for coming to the council. Thank you for sharing your perspective and the situation that's taking place. You know, as the mayor of a borough at the municipal level, and as a person, what's happening in the Middle East is heartbreaking. All communities that are impacted in the Middle East and the communities here locally are really, it's devastating. And I'm sitting here in the comfort of a chair in the borough of Côte-des-Neiges NDG, and I'm saying how, like, there's a disconnect there. And it's really hard for me personally in terms of this intervention. And so as the mayor of this borough, my first responsibility, independent of what my opinion is with what's going on in the world, is to make sure that if a person decides to come and share their opinion about a situation or their perspective of a situation, that they could do it freely, that they could do it safely, regardless of who here doesn't agree with you. And I have to maintain that position with regards to all of the residents that come and live in this borough and that côtoient their neighbors. And we live in a borough that is extremely diverse, that has multiple, communities, backgrounds, speaks different languages, and have different opinions. And that's what I'm trying to do here in terms of making sure that everyone can protest, manifest freely, and do it safely, regardless, again, of what their opinion is. So I thank you so much for coming to council and sharing about the experience and
of the reality that you know is happening in different parts of the world, including in the Middle East. But yeah, that's really the position that I have, at least for the mayor, as mayor of the borough. And my colleagues are free to interject if they have something to say with regards to your. I don't understand. Are you willing to explore the idea of becoming an apartheid-free community, or no? I'm willing to have discussions with you, but there's Good, no okay. engagement that I That's can all take I would today. ask. That's all I would ask. Thank you. Hi. Thank you for coming to council. I think it's the second or third time that we've seen representation from your group. Please know that you can always email us to book a meeting, and that coming in person to try to ask people, regardless of the issue, to commit to something is not the best way to engage it, and it often feels like a way to pressure public officials in public. I've seen you guys come to City Hall as well. I would encourage you guys to have more constructive conversations outside of the council chambers in order to have those more delicate conversations that unfortunately I'd be happy to. Yeah, I personally, when you only you say get my two group, questions, so I'm yeah, just going to interrupt I represent you Montreal because for you a only world get two beyond questions. war. And I'm not going to let yeah. you interrupt me. I'm so sorry. Just want to please, clarify. I understand. I've never received the email from any of the organizations that have come representing this question. I'd be happy to meet with you guys as the only elected Jewish councillor at City Hall. I often find it weird that you come and ask questions, but not to me, given my positions publicly. Thank you so much. Be happy to meet with you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Prochaine personne, Michael Tesler. Tesler, not Shafter. Tesler. Mr. Tesler. There are two Michaels. There are two Michaels. They could be brothers. Thank you. My question is for the mayor, but it may, because of your previous answer, be deflected to Mr. Morose. I don't know. I heard Lower Canada College, LCC, bought 4 houses adjacent to their property, and according to drawings available on the internet, they are planning to expand their institution into these residential homes. Any expansion of LCC will increase the traffic in the neighborhood. There is already a very high degree of traffic in a small district in the middle of a residential community. This is a brief recount of the number of cars, trucks, pedestrians, and cyclists traveling every Monday to Friday on the stretch of NDG Avenue between Hampton and Royal, many cars of which will drop off or pick up students from LCC. 2,750 cars, 170 trucks and buses, 310 pedestrians, and 150 cyclists. This recap is daunting enough, but during pickup and drop-off times, there are over 300 cars an hour driving through residential streets. Increasing the traffic flow as a consequence of allowing a zoning change from residential to institutional for these 4 houses will make an already unsafe section due to mostly car traffic into a high danger zone, especially since there are 3 daycares on the south side of NDG at the Wesley Church on NDG between Hampton and Royal Avenues, just south of LCC. In conclusion, the footprint of LCC is presently exceptionally large in our neighborhood. Allowing LCC to expand through the purchase and change in zoning of residential properties will make an unsafe situation even more dangerous. My question is, can the city please maintain the residential zoning status for all the properties in this district, including the 4 properties already bought by LCC? Thank you, Mr. Tesler, for your intervention.
just like what I said earlier previously to this, I will get back to. We need to have a real discussion with you and your neighbors and all those impacted by LCC, not just with the expansion, but in general. It's very clear to me that what you've been living is untenable with regards to the traffic in the area and the loss of quality of life in terms of what you're sharing with me. I'm going to ask one of the members of my team to come and see you both, or I will see you during our little break so that we can exchange, and then we could book a meeting so we can really have a real discussion, because it's very difficult for me with a 3-minute question by 2 different people for me to position myself when I'm lacking information with regards to what has been done by our services and what has been presented by residents previously about the situation. So thank you for coming again, and I'll come and talk to you afterwards. Thank you. And my follow-up question. Yes. Go ahead. Okay, thank you. Again, LCC has bought 4 residential properties, presumably to incorporate these houses into part of their institution. They are removing 4 homes where people can live and planning to change them into structures where there are no living quarters. Mm-hmm. Ensemble Montreal was elected in part on a platform promoting more affordable housing. Precedents exist where previous zoning changes in Montreal were reversed. Can the city not undo this zoning change and revoke the zoning changes on the residences in order for 4 families to find and live in these homes? Mm-hmm. Thank you again. Thank you. For the question, and all of these are going to be noted, and we'll get back to you on all of your questions, including those of your neighbor. Thank you. Oui, donc je propose une extension de cette période-ci pour les personnes présentes, et c'est appuyé par M. Teodorescu. C'est approuvé à l'unanimité, donc une prolongation de 15 minutes. Oui. Donc, est-ce que oui, parfait. Le chronomètre est là. Donc, la prochaine personne, c'est Yvan Berman. So I won't go over the points that my colleague over there made with regards to the motion to make Côte-des-Neiges a apartheid-free community. I will, however, support her, and I will say that, for the record, there is a history of Montreal doing this type of thing. The entire city voted unanimously to do this back in '87 when they voted to do this against South Africa. But I will focus more consequently on things that are more municipal this time around, since I don't want to retread any ground. There is an intersection on Jean Talon, and there is an intersection on Wilderton that has just been increasing with tremendous amounts of foot traffic now that the REM has recently opened up. Yeah. And it is a huge, tremendous danger for people who are trying to cross the street while cars are trying to turn left on Jean Talon. I am reiterating my concern, as I'm sure other people have here as well, as a member of the community who is concerned about municipal things, including what my colleague has presented, but also including the way that people move in the street and are safe on the streets. Mm-hmm. Are we planning to do anything by introducing a pedestrian crosswalk into that area? Sorry, thank you so much for your question. Actually, as the councillor for Darlington in the previous mandate, that was like my major concern with that intersection, especially knowing that the REM station was coming into full operation as of last fall. So when I was in the opposition, I had deposed a motion asking for measures to be put in place for all users of the road, whether it's a pedestrian, a cyclist, a driver, so that we can improve safety in the area, and also so that we can understand what the circulation flow is in the area. So I've reiterated that request in the beginning of my mandate. I have been back for 3 weeks now. I put that back on the table with regards to what needs to be done in that area, and we're working on it, basically. Okay, thank you very much. I would like to follow up to reiterate my support for this thing. This is a community that is, like you said, very, very diverse.
and hosts a lot of diversity of opinion. At the end of the day, we are trying to make sure that the people who are here, like you said, are safe, but that we also kind of adhere to our own personal values. This includes the safety of our own community and the community of others. And so I thank you for your response to my municipal request, and I thank you for hopefully supporting in the future the rest of my colleagues as we continue to hopefully make this community apartheid-free. Thank you very much. Thank you for your intervention. Patrick Rago. Good evening. The question is for the mayor. I'm a father of 3 boys who use the manoir, the dojo at the manoir. And my question is regarding the recent delays in delivering the project. It was supposed to be delayed about a month ago. And there seems to be no date for it to be reopened. So I'm wondering if you could give me answers as to when do you expect to be able to deliver the facility so it can be used by children and people who use it for recreation, low cost, affordable, local recreation. Thank you. Thank you so much for your question. And we're also here, everybody around the table, I think, is like really urgently anticipating the opening of the Centre Manoir. It's been years that we've been promising that it's going to reopen. From my understanding, what was shared by our services is that there's an issue with Hydro-Quebec, but I'm potentially going to just let my the services respond to the detailed questions you have. Oui, en fait, pardon. Concernant le bâtiment, nous travaillons actuellement pour être en mesure de le rendre accessible au cours des, je vais dire, prochaines semaines, prochains jours, fort possiblement. Et également, nous travaillons avec le club sur certains éléments. Nous reconnaissons la collaboration du club à travailler avec nous. Et les 2 parties travaillent pour que le club puisse reprendre ses activités le plus rapidement possible. Is it okay for you, the answer in French? Oui, okay, pas de problème. Perfect. Merci. Thank you. Prochaine personne, Devin Vincelli. Good evening. So I'm going to change up the subject a little bit. I wrote it in French, but maybe I'll do it in both. So I'm here today to express my great deception this morning in coming to the realization that the Placette Guillaume Couture was not going to be coming back this year. It's one of the multitude of little placettes, small places, around Côte-des-Neiges NDG. Depuis les 3 ou 4 dernières années, cet aménagement temporaire pour le temps estival nous a donné une extension du parc entre les rues Giroir et Earnscliffe, avec notamment un jardin de légumes urbain, plusieurs chaises d'été, une table de ping-pong et des espaces libres dans la rue pour les enfants de jouer. En tant que citoyen habitant dans les environs et qui traverse ce parc à tous les jours pour me rendre à la station Villa Maria, je peux vous dire qu'à toute heure de la journée, cette placette accueillait plusieurs citoyens, jeunes et moins jeunes, pour se reposer, jouer à des jeux ou apprendre à faire du vélo de façon sécuritaire, sans circulation automobile. Sans aucun doute, cet espace est devenu populaire et a amélioré la qualité de vie de plusieurs citoyens, moi inclus. Cette placette me semble relativement peu coûteuse et compliqué à aménager et donne malgré tout un bel espace dans lequel les gens peuvent se réunir pour profiter du beau temps. Donc, pour un petit investissement, les retombées en bien-être et qualité de vie sont énormes. Étant donné que plusieurs placettes font leur retour cette année, il est clair que l'arrondissement reconnaît les aspects positifs de ces aménagements. Je peine donc à croire que ces bénéfices ne soient pas aussi importants pour le voisinage autour du parc Guillaume Couture. Je pose donc ma question. Pourquoi est-ce que la placette Guillaume Couture ne figure pas sur la liste des placettes à renaître cette année? And anybody can answer, but please, it's a
Thank you so much. Merci beaucoup pour votre présence ici puis la présentation de votre expérience par rapport à la placette Guillaume Couture. Par rapport à notre décision de ne pas faire l'expansion en fait de la placette qui existe déjà sur la voie publique. C'est un parc, c'est pas une placette. Un parc, oui. Ben, c'est quand même une place où on peut accueillir du mobilier urbain même si on ne crée pas de placette. Donc, juste un peu d'historique au niveau de cette placette-là qui a été mise en place au niveau de la dernière administration. Lorsque ça a été mis en place, on était dans cette salle-ci. Il y avait eu énormément de résidents qui n'ont pas été consultés lors de la mise en place. La promesse de l'administration à ce moment-là, c'était qu'on allait faire un genre de post-mortem où on allait parler à tous les résidents, à tous les usagers qui ont été je ne dirais pas impactés, mais qui ont pu vivre l'expérience de la mise en place de cette placette-là. En fait, il n'y a jamais eu de post-mortem en parlant avec les résidents du secteur, puis même les usagers, comme étant quelqu'un qui est allé à plusieurs reprises dans cette placette-là l'année dernière, puis l'année d'avant, nous avons constaté qu'en fait, il y avait peut-être un manque d'entretien, par exemple, au niveau de les pots et l'agriculture urbaine. Donc, moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est que il y a un besoin de bonifier les installations à l'intérieur du parc, que la table de ping-pong, par exemple, était très appréciée, que le mobilier urbain était très apprécié. Et ma réponse à vous aujourd'hui, c'est qu'il y a moyen de bonifier votre expérience sans nécessairement mettre en place la placette traditionnelle que vous avez vue pendant les 3 dernières années. Il y a moyen pour nous de re-regarder, en fait, les espaces verts que nous avons, puis les parcs publics que nous avons, d'une manière où nous pouvons bonifier votre expérience sans nécessairement fermer l'accès aux résidents du secteur qui étaient enclavés à cause de cette fermeture-là. Donc, nous, on est pleinement ouverts à avoir ces discussions avec les résidents, puis juste parce que cette placette-là n'est pas dans les termes qui ont été mis par l'ancienne administration, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas mettre une attention particulière aussi pour s'assurer que ceux qui ont profité de la table de ping-pong puis du mobilier urbain, bien, qu'ils continuent à le vivre, en fait, dans cette placette-là ou dans ce parc-là. Thank you. Just a quick follow-up on that. As it is right now, as it stands, it's basically a parking lot. And so for me, what I noticed and what really was poignant last year and throughout the years that the placette was in place was that kids were able to really play in the road on a paved area. And a lot of kids are not really able to do that these days because there's a high volume of automobile traffic, there's a lot of parked cars. So this was really a good opportunity, I think, to give kids the ability to have a paved area to play, whether that be hockey, whether that be kicking a ball around. So I think that maybe you should consider that aspect of the reality as well moving forward. Thank you. Thank you. I'd like to answer, Madam Mayoress. Thank you very much for the question, Devin. And I'd like to state right now that I strongly support closing Place Guillaume Couture permanently, year-round, in creating a children's park. You know, I was riding the other day up in Snowden, Eli Wiesel Park, a beautiful park with water games for children, and our services are ready to put water games in Place Guillaume Couture, create a real children's park. And this whole project is being blocked by about 10 residents because of parking, when the neighborhood already has a fair amount of parking. And like you said, it's just a parking lot now with only about 15 cars. So let's act for the children of NDG and create a new park in an area that has no park. Thank you for your intervention, Peter. Park. It's a park right there. No, a bigger park. There's no children's park. First of all, Peter, I never gave you the opportunity. We were elected here to represent the children, not just a few complaining parkers. You didn't interrupt me once. Okay, both of you. Enough. Once. I said what I had to say. Prochaine personne, Michael Schafter. Disrespectful. Well, that was it. Good evening. Welcome back, Mayor and Mother Stephanie. M&M Good. I offer you this dream so easy to attain. Our city's main asset is our diversity, and yes, Montreal united by our diversity. We're all in it together equally. We embrace each other with respect, harmony, and understanding, whether we are Jewish, Filipino, French, English, Italian, Greek, Asian, Caribbean, or other.
So I offer you this appropriate caption to live by for our future success. Quote, up with multiculturalism, up with multilingualism, and up with our diversity in beautiful French Montreal and French Quebec. Doing so will be a sign to Canada and the world that Quebec and Montreal intend to take back their former wealth and reputation lost in the last 50 years over talk of separation, one culture, one language, and discriminatory bills passed. Thereafter, international and national investment will return big time with a new certainty to profit in Quebec's affair without the political rhetoric stating otherwise. Lastly, let's promote our diversity with bilingual marketing in good taste on the back of the bus, in the metro, on billboards, bumper stickers, business websites, store windows, and the flags of many nations flying with the fleur-de-lis, maple leaf, and our civic flag prominent. And lastly, let's do it to unite our children's future like a welcomed rainbow after the storm. What's the question? My first question, Mayor Stephanie. Each year I look forward to 100 or 1,000 or more congregating on Mount Royal June, July. I'll love it to celebrate our diversity. I hope you can organize the first one. I understand Chameleon Hood is undergoing much-needed road repair in anticipation for the World Cycling event in September. So please, let's start working on this huge diversity event for next summer, inviting Montrealers, Canadians, Americans, and the world to attend Diversity Week or two. But let's seize the opportunity now to advertise our diversity with love this summer on Chameleon Hood to the world during the most important World Cycling event. We still have sufficient time to invite each community and social organization to install an approved sign or two reflecting their best wishes to the world so they can go global. Please comment. Thank you, Michael, for being such a champion for diversity and vivre ensemble in the borough of Côte-des-Neiges NDG and the city of Montreal. With regards to potentially organizing a big, happy festival, bringing everyone together on the top of the mountain, well, today we just celebrated the 150th birthday of the mountain. So there's going to be a lot of events coming up in the coming months to highlight the importance of the mountain, and I'm sure that there's going to be a way that maybe we can propose a celebration and that you'll be the first one invited to it. But for now, I can't tell you when that's going to happen. Okay, it's just signs. Second question. My hope is that all will attend our Quebec Day celebration June 24th, followed a week later by our Canada Day celebrations, July 1st. And yes, the week in between to harmonize the two. Please comment. It will show that we all positively believe in ourselves and others and support our diversity, and down with the hate action and the hate speech in support of our diversity. Please comment. I will be at a lot of the events for Canada Day and La Fête Nationale. So it's an opportunity to bring everyone together and stop the hate. Wow, thank you. Okay, thanks. Dans le fond, là, on a épuisé le temps pour les questions orales. Par contre, il reste 40 minutes pour les questions écrites. On a 8 personnes qui se sont inscrites. Donc, on passe rapidement à travers la liste. Après, probablement que les 4 personnes qui sont, si elles sont encore présentes pourront on va le faire rapidement, comme ça on va... La mairesse, je suggère qu'on finisse les 3 personnes en personne, parce qu'on va avoir assez de temps pour faire les écrits après. Puis bien, si c'est proposé, c'est appuyé. Est-ce qu'on peut? Parfait. Donc, oui, il faudrait juste qu'il y ait assez de temps pour passer les 8 personnes. On va s'assurer de le faire. Parfait. Donc, c'est 40 minutes. C'est bon. Pour le chronomètre. Oui. Donc, la prochaine personne, c'est Marc-Étienne Lévesque. Yeah.
I'd rather do that. Me too. Always. Bonsoir, Madame la mairesse et les conseillers. Je prends la parole aujourd'hui au nom des nombreux résidents du Triangle. Comme vous le savez, le groupe MAC est venu nous rencontrer sur le sujet de la construction, le projet de construction qui est juste en face des condos rouges. Puis je salue cette action-là parce que c'est pas mal une des premières fois que les promoteurs viennent rencontrer les résidents. Puis je pense que c'est quelque chose que tous les promoteurs devraient commencer à faire. Mais ce soir, notre message est simple. Cette intervention n'est pas une critique envers la Ville, mais un appel à l'action. J'aimerais déposer un document ainsi qu'une demande à la fin, puis je vais vous en résumer le contenu. Il y a plus de 10 ans, des milliers de familles ont choisi de s'établir dans le Triangle parce qu'on leur avait présenté une vision ambitieuse. Un grand parc, une école de quartier, des espaces verts, des infrastructures adaptées et une véritable vie de quartier. Aujourd'hui, cette vision demeure incomplète. Le quartier continue de se densifier rapidement, mais les infrastructures promises ne suivent pas. Le parc est toujours pas terminé. Aucune école n'a été construite. Les espaces publics manquent d'entretien et les problèmes de circulation, ainsi que les enjeux liés aux infrastructures municipales deviennent de plus en plus préoccupantes. Nous invitons les élus et les services à venir marcher dans le quartier. Vous constaterez vous-même que les arbres manquent, les bancs sont brisés, les poubelles endommagées et les signes visibles d'un secteur qui reçoit moins d'attention qu'il n'en devrait. Les résidents paient leurs taxes depuis des années. Ils ne demandent pas de traitement spécial. Ils demandent simplement que les engagements pris envers eux soient respectés. Nous comprenons la nécessité de construire des logements à Montréal. Cependant, le Triangle a déjà largement contribué à cet effort de densification. Avec les projets majeurs de Royal-Mount et de l'Hippodrome, qui ajouteront des dizaines de milliers de logements dans le secteur, il est légitime de se demander si les infrastructures actuelles pourront soutenir cette croissance. C'est pourquoi nous demandons à la Ville de prendre un pas de recul. Le Triangle n'est plus un terrain à développer, c'est un quartier à compléter. Nous demandons un moratoire temporaire sur l'approbation de nouveaux projets résidentiels majeurs jusqu'à ce que les infrastructures promises soient réalisées, que les études nécessaires soient rendues publiques et que les citoyens soient pleinement consultés. Après plus de 10 ans de patience, les résidents demandent simplement que la vision leur a été rendue, qui leur a été vendue, devienne enfin une réalité. Merci. Merci beaucoup, Marc-Étienne. Merci d'être ici ce soir. Merci de vous avoir déplacé pour partager l'expérience que vous avez dans le Triangle. Puis ce que je peux vous dire ici, en toute transparence et en toute honnêteté, votre secteur de Snowden a été un peu le guinea pig, en fait, du développement dans le secteur. Puis, ce qu'on a vu avec les dernières administrations, c'est que, oui, il y avait une crise de logement, mais en fait, on a mis énormément de logements qui n'étaient pas nécessairement abordables, qui n'étaient pas nécessairement sociaux, qui ne répondaient pas, en fait, aux besoins du quartier. Et vous étiez dans une situation où vous avez été promis un rêve de famille et ça n'a pas été livré. Donc, je vous comprends à 100% que c'est la mobilisation que vous avez eue l'année dernière par rapport à un seul projet. En fait, ce projet-là était la goutte qui a fait déborder la vase. Right? So, nous, ce que nous voulons faire ici comme administration, c'est de regarder votre secteur et avoir une meilleure compréhension des besoins dans le secteur, puis de développer d'une manière intelligente puis stratégique. Nous ne voulons pas devenir le prochain Griffintown. C'est avoir des enjeux où il manque de l'espace vert, avoir des enjeux où il manque des installations importantes pour garder nos familles dans l'arrondissement. Puis c'est ce que nous voulons faire, en fait. Puis c'est l'engagement qu'on avait pris par rapport au développement qui va être important pour ce secteur-là. On revient par rapport à la question de logement. Pour nous, pour notre administration, on avait 3 priorités. La sécurité, le retour de services de base essentiels qu'on va donner à nos résidents, puis le logement.
Mais ce n'est pas n'importe quelle sorte de logement. C'est du logement qui rentre dans la vision que nous avons pour le quartier, qui répond aux besoins de nos résidents et qui démontre en fait une compréhension fine de notre secteur. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que oui, le groupe MAC a fait les représentations au niveau des résidents par rapport à ce projet spécifique-là. C'est sûr qu'il y a une démarche qui a été entreprise depuis le début de l'année et ça va continuer, comme vous le savez. Mais à la fin de la journée, toutes les orientations que nous allons prendre par rapport à un développement dans votre secteur vont être avec vous en tête et avec le futur de ce quartier-là en tête spécifiquement. Parfait. Merci. Merci. Je peux déposer le document. Bien sûr. Donc, prochaine personne, James Bogdan. Just like to start by saying, if you write a long question on a phone, make sure you have enough battery. Welcome back. It's nice to see you, Madame la Mairesse. When last here I asked about the policy levers you had to address congestion in the city, and you seemed to call for more public transit, which is good, but under provincial jurisdiction, it felt a bit like punting on the issue. Now, I realize that random questions don't necessarily get the deepest of answers, but since that time, adventurism in the Middle East has blocked the Strait of Hormuz. And now reducing fuel use is not just a green issue, but a security issue. We're sort of one executive decision about exporting fuel away from having an East Coast with real problems in a fuel crisis. When we look at levers that the Bureau has control of to create viable alternatives to driving, it's not transit, it's cycling. And we need viable alternatives to driving, not because everybody can drive or cycle. But are you willing to use borough powers to help us navigate this problem that we have and create viable alternatives to driving and improve viable alternatives to driving? Thank you so much for your question, Mr. Bogdan. I just want to share also one of my responsibilities is I sit on the Commission de Mobilité Durable for the CMM, for the Greater Montreal area, and we're actually working on recommendations with regards to how we can actually truly improve our public transit system. So just to add to what we had discussed previously in another council on my answer on transportation and how that's really what's going to help make people decide to let go of their vehicle. But with regards to your question on bike paths, I think it's really important for us to really restate our position, us locally as an administration. We want to work on a plan de mobilité. And within that plan de mobilité, there will be a real vision in terms of connectivity. And not just connectivity for cyclists, for example, but really look at the borough in a way that what areas need to be secured in terms of pedestrian, for example, what connections need to be completed with regards to bike paths. Everybody around this room understands that the borough of Côte-des-Neiges NDG, we're surrounded by Des Villiers, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Westmount, Ville-Mont-Royal, Montreal West, for example. And a lot of our existing bike paths that we have stop out of nowhere because it doesn't pass through, for example, one of our neighboring cities. So, for example, the Fielding bike path that's there, it stops out of nowhere because it comes into Montreal West. There's conversations that we need to have so that we can have a real, actual, supportive network that allows for people to get from one point to another. And so that's what we're going to be working on. And I know that, we're 6 months in and people really want to understand what we're doing and what we're working on. But I can tell you today that that's our intention, is to really come up with a fully framed plan de mobilité, which will make sense for people that actually bike, like my colleague Alex. He bikes everywhere. I'll just mention specifically for Fielding, there's Strava heat maps which show how pretty active cyclists travel. And Fielding through Ellerdale and on to Isabella and Lacombe sees as much traffic as, according to those heat maps, as Marcel.
So it's an actively used route, even if there isn't an official bike path, according to Strava heat maps, and you can check that on the web. Counters east and west of Cavendish each counted about 100,000 trips by bike in 2025. This year, the Girouard counter alone has counted over 40,000. One counter. When pedestrians, bikes, and cars have about equal measure west of Cavendish, what does a holistic solution look like? I don't think it's a solution that gives more space to cars and takes it from bicycles, because they're all equally sharing in percentages. Contrary to a blog post by the EMSB, we know that reducing car traffic around schools improves safety for children. It's well understood. It's not my opinion. But my daughter was doored in front of Willingdon a few years ago. My wife was doored in front of Willingdon as well. I really like those bike paths in front of the schools. I can't imagine how a holistic view of it would be to reduce access by bicycles to schools. A comment I heard on Facebook was, I'm not letting my kid bike to school because it's too dangerous. That's why I drive them. You know, there's an epiphany right there, just almost within reach. So my question is, infrastructure lasts for decades. Who are we building it for? Are we building it for the status quo warriors and the bike proponents that come here and loudly complain about this or that position, or are we building it for the people who are going to be getting their driver's license about at the same time as I'm getting mobility scooter? Mm-hmm. I'm wondering where your focus is, and if you're considering the people who don't yet have a voice that they can articulate a position on for this issue, mm-hmm. or is it being drowned out by the people who are loud in this room? Thank you, actually, for this question, because I think it's really important to understand that in our position, regardless of our personal opinion, we're trying to serve all Montrealers, all residents of the borough. And when we're talking about bike paths, I understand that it's been such a polarized conversation in the way that it's been abordé in the last few years, but in all honesty, right now as a new mom, when I make decisions, I have my daughter in mind. I think about how am I going to let her take the bike with her dad safely when she needs to go to school one day? And which is really why it's so difficult for us to be making decisions with regards to, for example, Terrebonne. Because if we were to listen to the people that had, lobbied us, for example, just completely remove it, then it would have been done in the winter. But we're looking for a permanent solution that will allow for all of us to not go back and keep making changes after every administration. We want something that is safe for the users. We want something that residents will actually use and not just stare at, and people say, oh my God, there's no one on the bike path. Like, we want people to use these bike paths, right? That's the whole purpose of the investment, that we're using public funds to invest in these kinds of infrastructures. So just again, to go back to your point, yes, like, we think here about every resident possible, whether it's a senior, whether it's a mom that doesn't have access to a bike and, for example, needs a vehicle, or the little girl that needs to go to school with her dad in the morning. Those are the people that we're thinking of when we're making our decisions. Thank you. Thank you. I'll just add the OCPM had Those are your two questions, James. Sorry, we don't have that much time. I'm sorry. Prochaine personne, Hartley Barber. Thank you for extending the time. Appreciate it. Welcome back. Congratulations, Stephanie. And I'm a little disappointed with our Projet friends for delaying the meeting over 20 minutes with this point back and forth of stuff when Projet was in power since 2017. Could have easily passed that motion, Peter. My first question is about city cleanliness, and Stephanie touched on it. I know we've got problems with equipment, et cetera, but I'm talking more specifically with people dumping stuff on the side of the streets. We have a couple of really bad situations. One got cleaned up this morning. I was speaking with Stéphane about it. It was on Montclair and Summerled. Yeah. Yeah, it basically had a couple of truckloads of gear, including 2 toilets, old windows, bags of leaves, dog
dog shit, sorry. And what happens is basically it's the following. You start dumping stuff, and the next thing you know, it becomes a dump. So whether it's a pile of leaves or branches or whatever, it becomes endemic, pandemic, whatever you want to call it. It becomes, it just becomes a collection area. So I'm wondering, and by the way, we have neighbors that think it's okay to do this. So I'm wondering, what does the city intend to do to maybe help stop this, help maybe advise people or educate people that this isn't okay? I mean, at the end of the day, there are pickups by the city in front of your house. Yeah. Exactly. Why aren't people aware of this, or what can we do to make people aware of this so they're not dumping stuff in front of people's houses? Thank you, Hartley. I just want to be sure. Do you want me to answer this question, or is it for Sunny? Whatever. Sorry, Okay. I'm sorry. Whatever. Perfect. So yeah, I'm 100% on you on the same page as you when it comes to the dépôt sauvage, the illegal dumping. I actually brought a case to Stéphane this morning of the exact thing that you were explaining that was there for 3 weeks, and it took me, and I kind of did a test because I wanted to see how long was it going to take for the services and for somebody to bring this to our attention, and I had to bring it to the attention of our services. So what we really need to do is really double our effort. And I know we had some issues with regards to our equipment, but there are areas that we pass through every day, whether as an employee, as a counselor, as a member of this community. And what I'm asking for is, if there is something that you see on the street and you've already opened the file with 3011 and you see that it's not working, please email us. Like, we need you, we need your help. We don't see everything. We walk as much as we can. We go in different areas as much as we can, but we don't see some things that you see. And if there is something that you think is completely unacceptable and you need our attention on it, we are here for that. Email us, call us, text us, give us the reference number of the 311 file you opened, and we'll take care of it. So for now, that's the step that we're taking to ensure that certain things get addressed. And if there are suggestions on how we can better improve those services, then we're all ears as well. Understood. Thank you. Also, very quickly, my second question was placettes. Those little parks or little spots are blocking off adjacent parks. That makes zero sense to me. I've already heard about the one off of Gier Ward, which basically, it's not parking, it's a thoroughfare. If it was parking, it'd be a different story, but it's a thoroughfare. And I agree that kids can play there, but there's a park there also. But what I find more interesting is the one that's blocked off on Madison and Sherbrooke, where less than 100 yards away is a brand new, a newly renovated park, Herbert Outerbridge. They spent hundreds of thousands of dollars doing the grass, benches, etc. 100 yards away, you have a perfectly brand new park. Well, not brand new, newly renovated. So you're blocking off a couple of square feet of asphalt with picnic tables when you have something less than a block away. It messes up traffic, and it's also, let me get this straight, a south-north thoroughfare, and then just down the street from that, or a little east from there, is Royal. So you've also blocked another south-north thoroughfare for the same deal, albeit there isn't a bigger park there, but there still is green space, and the same amount of picnic tables and 200 square feet of asphalt. So I have no idea. I get what the concept is, but it makes zero sense. I'd like someone to explain to me what that's all about and why that got maintained, if it's possible, or not. Okay, thank you, Hartley. So you're presenting an opinion and a perception of a placette that is contrary to what was presented earlier by another resident. And I think this is important for me to say, where everybody has an opinion on what is done in the city, and it has an impact on your experience. And so what we're doing now is we're trying to find out, how is it being lived by residents, and are they enjoying it or not? And we don't want to just, based on one anecdote that is shared with us, completely remove the opportunity to continue enjoying those placettes. So I appreciate that you're sharing your perspective on that, but there's a lot of work that we need to do to see how we can maybe improve certain placettes, how we can adjust and include people's, realities to the way we put them in place. So thank you for sharing. Understood. Thank you very much. Perfect. Prochaine personne, Erwin Rappaport. Thank you, and it's good to see the mayor back in her seat and with a wonderful child and taking care of the community. My questions are for Peter McQueen.
Firstly, it was you were planning and dreaming of the bike paths on Terrebonne for more than 20 years, or close to. And it was your administration and Projet Montréal that brought it in. Now, we know that it cost $150,000 for the study, for the bike path, another $200,000 to $250,000 to install it, painting the lines, the bollards, etc. And then we have the costs of the winter clearing of the bike path, and we have the costs of the redoing the lines and painting the lines this year. So we're looking at between $550,000 to $600,000 so far. We also know that there were many problems associated with the bike path that were outlined prior to its installation, and that the Projet Montréal administration was very aware of before it installed the bike path and afterwards, be it schools, the church, the one-way streets, the traffic being diverted, greenhouse gas increases, loss of parking for over 300 spots. So my first question is twofold. So the question is, were you aware of, was your administration aware of the long-term costs of maintaining the bike path over a 10-year period? And were you aware of to what extent were you aware of the problems it did create, and what solutions did you not implement by ignoring those problems? Thank you for the question, Erwin. First thing I just want to say is last meeting or two, you accused me of somehow blocking one of your questions, but I just want to point out that tonight it was I who suggested that we go ahead with the in-person questions right away before the written questions. So I welcome your question, Erwin. Yes, we were aware of the long-term cost of the bicycle path, and it's normal. I mean, are you suggesting we shouldn't repaint the lines in the city, either the pedestrian lines or the bicycle path lines on any number of streets? Clanranald, NDG, which I congratulated our services to just earlier in the meeting for repainting. I mean, of course, we spend money to repaint the lines to keep our most, vulnerable users safe throughout the city, including on Terrebonne. Well, that didn't answer my question about the amount of the costs nor the problems that were associated with it, but I'll accept that you don't want to reply to that. My second point is very clear. During the Projet Montréal administration of this borough, studies were conducted regarding the number of cyclists who use the bike path, east and west, and in various seasons of the year. And we have the bogus numbers from the two transponders that were privately put up that say 100,000 people use the bike path. Clearly, that's not the case. However, could you enlighten the public regarding the documentation that your administration produced, as well as the counts that were done in the various seasons and various sections of the bike path on Terrebonne in 2025? And will you release would you publicly release those documents that you have in your possession so that the public can see them? I don't have any. These were fonctionnaire documents. They were administrative documents, and I believe that our services have made them available. I think when you brought up the number of 100,000, I don't think it's 100,000 users, 100,000 trips, I presume, which would seem, I don't know what the exact number is, but perhaps not far off. I don't think there's any plot here, whether it's the citizens counting, whether it's our administration counting, and whether it's the new, and I welcome the new initiative to count even more in more places. I'm eager to see more numbers. And I don't think anybody is trying to hide any of these numbers, and we're trying to make them public. Thank you. Merci beaucoup. Oui, on serait rendu aux questions écrites. Donc, la première question vient de Margot Citonne. Concernant le budget participatif 2026, la question s'adresse à Mme Valenzuela. C'est vraiment réjouissant de voir les idées issues des précédents budgets participatifs se concrétiser, portées par des organismes de notre quartier.
Un grand merci aux équipes de l'arrondissement pour le travail ayant permis de transformer les idées des résidents en projets répondant concrètement aux besoins exprimés. De plus, on voit bien que les projets financés témoignent de notre désir collectif d'un arrondissement plus solidaire, plus inclusif et plus attentif aux besoins de tous les résidents. Or, malgré le succès indéniable de cet outil démocratique, aucune annonce n'a été faite concernant le budget participatif de cette année. Quand peut-on s'attendre à l'ouverture de l'édition 2026? Et si aucune annonce n'est prévue, doit-on comprendre que l'administration a choisi de ne pas reconduire cet outil essentiel à la vie démocratique? Il serait très décevant de voir disparaître cet outil indispensable à la participation citoyenne dans notre arrondissement. Merci beaucoup pour votre question, Madame Tonnet. En fait, juste pour clarification, les sommes qui ont été allouées par le passé au niveau des budgets participatifs, bien, eux, ils ne disparaissent pas. Ils vont toujours être alloués et, en fait, ils vont aller à d'autres enveloppes ou des projets qui bénéficieront à l'ensemble de la population. Puis, juste pour clarifier, à titre de nouvelle administration, nous, on a été élus pour prendre des décisions réfléchies, puis on a été très clair par rapport à la rigueur budgétaire nécessaire au niveau de notre administration. Le budget participatif en 2021 était une promesse électorale de la dernière administration de Projet Montréal. À aucun moment avons-nous pris cet engagement-là de continuer le budget participatif de leur manière que ça a été fait. Donc, voilà, pour nous, c'est très clair qu'on va continuer à appuyer les projets communautaires avec les organismes communautaires. Il y a des belles initiatives qui s'en viennent aussi, qui vont être vraiment pour toute la population en général. Mais on a quand même des décisions difficiles à prendre par rapport à notre budget. Puis voilà la décision que nous avons prise. Question suivante de Diane Robitaille concernant le projet de développement au 7301 des Caries et 5150-5160 rue Namur. La question s'adresse à Mme Valenzuela. En quoi consiste le projet de développement et quel en est l'échéancier? Est-ce qu'on tiendra compte pour la hauteur des bâtisses des impacts sur les conditions de vie et l'investissement des résidents du Westbury, dont les condos font face et sont très rapprochés du développement et de la voie ferrée? Est-ce qu'il y aura une consultation publique portant sur ce développement? Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, nous traitons actuellement une demande d'autorisation pour ces lots. À ce jour, la documentation du projet n'est pas publique car le dossier n'a pas encore fait l'objet d'une décision d'instance. Donc, seul le libellé de la demande est une information publique. Je vais vous le lire et le citer. L'autorisation en vertu de l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation pour la construction de 4 bâtiments résidentiels, dont l'un comprenant un centre sportif municipal en 4 phases distinctes sur les lots 2648712 et 2648735. Donc, si un futur projet de résolution est adopté en vertu de cette loi, bien, le processus fait en sorte que l'adoption prévoit 2 lectures au Conseil d'arrondissement ainsi qu'une consultation publique. Donc, merci beaucoup pour votre question. Prochaine question de Simon Trottier concernant le théâtre Empress. La question s'adresse à Mme Valenzuela. Quels sont les plans et intentions de l'arrondissement pour l'avenir du théâtre Empress? Merci beaucoup pour votre question. En fait, au mois de février, nous avons annoncé nos intentions par rapport au théâtre Empress. En fait, le théâtre Empress va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Puis, depuis les années 90, ce bâtiment-là est vacant et en situation de décrépitude. Donc, nous, ce qu'on avait annoncé, c'est qu'on allait de l'avant avec la préservation de la façade et qu'on allait, en fait, démolir tout ce qui est en ce moment en ruine. Puis, on allait de l'avant avec la décontamination du bâtiment pour pouvoir, par la suite, donner un espace à la population qui va être à vocation culturelle. Donc, il y aura des prochaines étapes qui vont venir et ça va être un grand plaisir pour nous de le partager avec vous lorsque nous pouvons le faire. Merci. Prochaine question de Kofi Doumont concernant le projet de construction au 4280 de la Savane. La question s'adresse à M. Morose. Je remercie l'arrondissement pour la nouvelle école au 5010 Paris. Concernant le 4280 de la Savane, le groupe MAC s'apprête à présenter ses plans le 9 juin. Le promoteur utilise l'excuse du métro pour réduire le stationnement. Or, Google Maps prouve que ce lot est à plus de 600 ou 700 mètres des métros Namur et de la Savane. L'arrondissement va-t-il appliquer sa propre règle des 500 mètres et exiger un ratio de stationnement de 100 % pour ses 1700 futurs logements afin de ne pas asphyxier nos rues?
Je déplore que la Ville ait levé son droit d'achat en 2025 sur le terrain Subaru, alors que les taxes du Triangle paient largement cet investissement. Puisque la Ville-Centre nous prive de ce grand parc, votre administration va-t-elle au moins forcer le groupe MAC à offrir 40 % d'espace vert au sol sur son lot, selon le modèle univers de la salle? Merci. Merci, M. Dumont. En tant qu'un des premiers résidents à qui j'ai parlé dans le Triangle, ça fait plus que 10 ans. Je remercie votre engagement d'être même dans la salle. Vous avez parti un peu tôt. Je pense que vous donnez une réponse assez claire à vos questions. C'est ça que notre relation vaut et va continuer de l'être. C'est honnêtement un des seuls qui est venu à des conseils pendant qu'on était au Gilbert Center. C'est juste pour être clair, l'arrondissement n'a pas de minimum de stationnement. Donc, la proximité au métro ne rentre pas à l'intérieur. Le maximum qui est prescrit dans le triangle, incluant la zone visée, est de 1 unité par 150 mètres carrés de superficie de plancher du bâtiment. Donc, dans notre arrondissement, cette norme ne varie pas selon la distance d'une propriété à une station de métro, mais a été fixée par zone en considérant la desserte de cette zone en transport collectif structurant. Donc, nous n'avons pas la règle du 500 mètres dans une station de métro à notre arrondissement. Ça me donne l'opportunité à clarifier ça, pas juste pour ce projet-là, mais pour d'autres. Et je pense que vous avez d'autres questions. Je serai là le 9 juin. J'encourage les autres pour être présents aussi. C'était mentionné par le dernier personne qui a posé une question, mais c'est rare qu'un développeur va rencontrer les représentants d'un résidentiel. Ça va souvent à la rencontre, dans le contraire du sens. Et j'apprécie que le développeur a pris ces pas-là, pas juste une fois, mais 2. C'est la raison que je voulais être présent aussi. Et j'apprécie mes collègues qui sont venus avec moi aussi les 2 fois, parce que ça montre que c'est difficile et que le processus compte. Et de là, je pense qu'on va finir la conversation le 9 et on va continuer de la voir. Et j'apprécie les mots de la mairesse en réponse à M. Lévesque. Et j'apprécie vos questions et l'opportunité de clarifier quelques-unes des faits que vous avez présentés votre question. Merci, M. Dumont, et continuez votre advocacy. Merci beaucoup. Prochaine question de Natalia Meyman, de l'organisme Club de Judo Shidokan, concernant les travaux au manoir Notre-Dame-de-Grâce. La question s'adresse à Mme Valenzuela. Je souhaite attirer l'attention du Conseil sur la situation du Club de Judo Shidokan, un organisme qui contribue depuis des décennies au développement des jeunes de notre communauté. Depuis plusieurs années, les travaux du dojo du manoir NDG empêchent les membres de réintégrer leurs locaux. Le club a poursuivi ses activités au parc Trenholm, mais a récemment dû quitter cet espace pour de nouveaux travaux alors que le dojo principal demeure inaccessible. Cette situation compromet la stabilité d'un organisme qui offre un milieu sécuritaire favorisant l'activité physique, la discipline, la persévérance et l'inclusion. Pouvez-vous préciser l'état d'avancement des travaux, l'échéancier de réouverture du dojo et les solutions envisagées pour permettre au club de judo Shidokan de poursuivre sa mission sans interruption? Merci beaucoup pour votre question. Pour adresser la question par rapport à la ouverture ou la réouverture, en fait, des espaces au centre manoir, comme ça a été mentionné tantôt, nous sommes en attente d'Hydro-Québec pour finaliser les services électriques du bâtiment. Cela devrait être terminé d'ici quelques jours. Et les groupes pourront réintégrer les locaux dès qu'on aura fait la réception provisoire. Puis juste pour aussi, de notre côté, au niveau politique, on avait envoyé juste aujourd'hui un courriel à la représentante d'Hydro-Québec pour notre secteur. Donc, des 2 côtés des services, puis du côté politique, on travaille sur le dossier. Mais je vais passer aussi pour compléter la réponse aux services par rapport à la communication entre le club judo et l'arrondissement. Oh, maintenant, il n'y a pas de micro. Oui, alors, comme M. Plante l'a dit tantôt, on est en communication avec le club de judo pour trouver des solutions alternatives, mais pour l'instant, on attend que le manoir soit mis à notre disposition. Et nous avons la pleine collaboration aussi du club de judo qui communique actuellement avec nous pour trouver des voies et moyens pour rétablir le service et les activités auprès de ses membres. Merci, Fimba. Je
passe à la prochaine question, donc de Adrienne Armorer, concernant la placette Guillaume Couture. La question s'adresse à Mme Valenzuela. Mrs. Valenzuela, public spaces like Place Guillaume Couture play a vital role in our neighborhood. They foster social connection, provide a rare pedestrian respite in a dense urban environment, and are genuinely valued by residents who use them daily. It is with concern that I have learned of the removal of Place Guillaume Couture this year. My questions to the administration are twofold. What is the rationale behind this decision, and what concrete measures are planned to provide residents with alternative public spaces of equivalent quality and accessibility in the immediate area? The community deserves both a clear explanation and a credible plan before this space disappears. Thank you so much for sending in your concerns with regards to the placette Guillaume Couture. As I had mentioned previously during another question regarding the placette, the decision was made in order to address also concerns that were shared by residents throughout the years, actually, and to also address the promise that was made by the previous administration when they said that they were going to reevaluate the mise en place of the placette. So, entre-temps, for this year, yes, it's not closed, but we will continue to bonify the experience in the actual park. So if a ping pong table was interesting for residents and it was something that they hope to see, there's nothing that stops us from putting it back in the actual park of Place Guillaume Couture. With regards as well, for example, to the mobilier urbain or the garden chairs that were appreciated by the residents, that's conversation that we can definitely have. And I will ask my colleagues and myself, we will reach out to Adrian Armour so that we can have a better understanding of the experience that you had with regards to the Placette Guillaume Couture. So thank you again for sharing your concerns. Prochaine question de Lisa Rota concernant la fontaine d'eau au parc Elie Wiesel. La question s'adresse à Mme Valenzuela. Despite the recent installation of the French drain system, water continues to overflow in the park, creating muddy and unsafe conditions. In addition, the fountain jets are set so high that combined with the wind, pedestrians, seniors, and parents with strollers cannot pass through the area without getting soaked. The park is also frequently littered with garbage, food, clothing, and other debris, and there do not appear to be enough garbage bins or adequate maintenance. What immediate measures will the borough take to lower the fountain pressure, properly resolve the drainage problem, improve park maintenance and cleanliness, add more garbage bin, and ensure that pathways remain safe and accessible for all residents? Mm-hmm. Thank you so much for sharing, Ms. Rhoda, and I did receive your email over the weekend. From my understanding with what was shared by our services, the pressure of the jets have already been reduced, but of course with the warning that was shared by my colleagues at Central City with water, for example, over the weekend, then there's clearly adjustments that need to be made with water that is not needed to be used at this moment. And with regards to cleanliness, I'm happy to share that we are going to be adding garbage bins in your area, so that will immediately address your concerns with regards to cleanliness and garbage in your area. Thank you again. La dernière question de Malaka Akawi du Conseil communautaire NDG concernant le réaménagement de l'intersection des Carrés de Maisonneuve. La question s'adresse à Mme Valenzuela. Merci beaucoup. Oui. Sorry. L'an dernier, l'arrondissement et la ville-centre nous a présenté un concept de projet de réaménagement de l'intersection dangereuse de Descaries de Maisonneuve. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle. Nous aimerions connaître le statut de ce projet car nous sommes très préoccupés par la sécurité des personnes vulnérables, particulièrement les piétons jeunes et aînés dans ce secteur. N'oublions pas qu'il y a déjà eu des décès à cet endroit. Question. Quel est le statut du projet et quel est le calendrier de réalisation pour améliorer la sécurité de cette intersection? Merci. Merci beaucoup. En fait, la sécurité, je tiens vraiment à le réitérer ici, la sécurité de nos résidents est une priorité. Je l'ai dit tantôt quand je partageais en fait nos promesses en termes de ce mandat-ci, bien, la sécurité est une priorité puis c'est extrêmement important.
Le SUM avait réalisé une étude de circulation en 2023 et l'avant-projet préliminaire a été complété et présenté publiquement en 2024-2025. Donc, pour vous rassurer, j'espère que ça va vous rassurer, la prochaine étape est l'APD, donc l'avant-projet définitif. Donc, juste pour vous rassurer, le projet avance. Pour nous, c'est toujours une priorité, puis on souhaite pouvoir avancer sur les aménagements nécessaires dans le secteur. Merci. Parfait. Wow. Bravo. Donc, sur ce, M. Morose propose une petite break de 10 minutes. C'est correct? Appuyé par Mme Thiagaraja. Moi, je manque de gala sportif de ma fille. Oh my God.
Just Carl. Merci beaucoup. Donc, on reprend notre séance de notre conseil d'arrondissement pour le mois de juin. Et nous allons passer à notre prochain point dans l'ordre du jour, qui est le 10.07, période de questions des membres du conseil. M. McQueen. Oui, alors comme promis au début de la réunion, alors c'est juste une question pour nos travaux publics. Le trou au coin de Sherbrooke et le boulevard des Carrés, je vous ai vu, c'est 2 fois que j'ai envoyé un courriel maintenant, je n'ai pas encore de réponse, même qui a fait ce trou-là. Est-ce que c'est CESM, est-ce que c'est Aqueduc ou Drain de la ville-centre? Et là, il est ouvert sans travaux depuis plusieurs semaines avec beaucoup de cônes dans toutes les directions. Et ça bloque les autobus et des piétons, pas juste des autos. En fait, on a demandé à nos inspecteurs d'aller vérifier, M. McQueen, parce qu'effectivement, ce n'est pas les travaux de l'arrondissement. C'est peut-être, et puis parce que je ne veux pas, là, mais des entreprises de services là,
Donc, on est là-dessus, mais on a encore besoin. Demain, on devrait avoir la réponse. Parfait, parce que les résidents posent des questions. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, Mme Bria. Moi, j'aimerais, pour mon bénéfice personnel, mais surtout aussi pour celui des résidents de Côte-des-Neiges qui ont très hâte d'avoir le parc Chambriand, j'aimerais que vous puissiez leur donner une petite mise à jour sur la date de livraison du parc et les travaux, et la suite des travaux d'aménagement. Donc, je pense que juste de donner en ce début de mois de juin, quand on a l'année scolaire qui achève en perspective, de donner un peu de visibilité, ce serait fort apprécié pour nos résidents. Écoutez, on est très heureux d'annoncer que nous sommes dans les temps. Donc, comme nous l'affirmons depuis déjà plusieurs mois, on a encore besoin de peut-être une semaine. Donc, on avait dit vers la fin du mois de juin. Alors, on est exactement, peut-être même un peu en avance. Le fait qu'il y ait des travaux à la promenade Jean-Briand, souvent, ça peut porter à confusion, là. On est clairement dans deux projets différents. Donc, si on parle du parc Jean-Briand, on va se donner 2 semaines, mais il y a des fortes chances que ça soit terminé vers la fin de la semaine prochaine. Et évidemment, les travaux pour la promenade, eux, vont continuer là, pour encore quelques mois, à tout le moins. On est bien dans les temps pour la promenade aussi? Oui, pas d'enjeu majeur pour l'instant. Super, merci beaucoup. Parfait, donc plus de questions. J'ai une autre question. This question is for Councillor Sonny Morose. It's about the Place Guillaume Couture. I perhaps was a bit too revved up before, so this is going to be more of a plea. Place Guillaume Couture, you know, it has no children's park. It has no monkey bars, whatever, swings, etc. No jet d'eau. It's not just for the children in my district who live along Giroux, who live in the tower there on Terrebonne, who live in the U that is created. It can also be for the children in that corner of your district. So the children who live, say, south of Snowden along either DeCarry Boulevard or Clanranald, or who live right on Côte-Saint-Luc Road, and that includes the new development, the IGA building that was put in there, 4 or 5 years ago. They have the closest park is far. The closest park, McDonald Park, you'd have to get across, Snowden, get across Queen Mary and Isabella, which are busy roads. My residents, of course, have to get across Monkland, NDG, and Côte Saint Antoine to get down to NDG Park. So I think there is a lack of children's park in that neighborhood. So I make the plea to you that can you consider, the interest of children who need parks in our city in a corner of your district? Thank you. Well, thank you so much for the question, Peter. As you mentioned, it's a park that's used by residents in Snowden. The dividing line between us is Côte Saint Luc Road. That's why I was so confused when you said earlier that there's work coming up in my area when it's actually in your area. It impacts us both because the borderline is Côte Saint Luc Road. Just like when I tried to do the motion is one of the first things I did in the last mandate to secure Coolbrook and Côte Saint Luc Road because there was no paint on the ground. There's a seniors center across the street, and they often don't go to DeCarry to cross. They cross right at Coolbrook because their pharmacy is right kitty corner from their apartment thing. So, we share issues. We share residents. The dividing lines between us are simple ways of passing motions and declarations and ordres du jour, but in reality, people live where they live, and they need green space. They need access to green space. I appreciate that you guys formalized the wooded area behind Villa Maria as part of the park space. That's also in proximity, and I think what the mayor said earlier to the question, which is that we need to bonifier. We need to find a way to add in that area. And I'm just going to go back to what you said before. You said only 10 people were against it when we had over 25 people here when we passed it originally a couple of years ago, and then over 140 people who just live on your side of the street signed a petition against it. You mentioned that only 10 people came out against it, but today was one of the first times that I saw anybody come publicly in favor of Place Guillaume Couture. So it's hard as a decision maker to come to those decisions. And I think one thing that our administration learned from yours is that
a good idea poorly executed will be not well received by everybody in a way that a good idea properly executed will be. And so that we didn't kill the Placette program. There's several that are still go on this summer because we like the idea of expanding our green spaces in the summer. It makes sense. It also makes sense in certain cases in the winter to find spaces that we can better use for everybody, whether in our parks or next to our parks. So green space along the Carry is key. I'll end my response. Maybe you have a follow-up. Like in 2021, I ran with Ensemble Montréal, and one of our big promises was to cover a part of the Carry between Queen Mary and Isabella, and that was costed at over $700 million. And when I found that out, I don't know if I want to promise that anymore, because that's a lot of money instead of finding finding small ways of increasing our green space and improving the green spaces that we do have. That's why the Placette program is a good idea to explore. It just has to include the local population and not create this all or nothing effect that, unfortunately, the last administration depended upon. Thank you. Well, thank you for the answer, and I think we both agree that closing Guillaume Couture is a lot easier and cheaper than covering the DeCarry Expressway. Thank you both for your interventions. So if no one has any other questions, we can pass to the next point. Are we okay to pass to the next point? Okay, perfect. Donc, le 10.08, correspondance. Il n'y a pas de correspondance. Merci, Madame la greffière. Donc, on va passer à la rubrique 20, affaires contractuelles. Donc, 20.01, accorder une contribution financière de 8 400 $ au regroupement des écoquartiers afin de permettre l'embauche de 4 patrouilles de sensibilisation environnementale, la patrouille verte, pour la période estivale 2026 et approuver le projet de conversion à cette fin. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Donc, qui aimerait le proposer? Monsieur Moreau, Madame Brière, aimeriez-vous l'appuyer? Oui, je vais bien. Parfait. Merci. Donc, 20.02, accorder une contribution financière de 10 000 $ à l'organisme Notre-Dame-des-Arts pour la réalisation du projet de la Semaine des Arts durant la période estivale 2026. Approuver le projet de convention à cette fin. Commentaire? Quelque chose à ajouter? Non? Donc, qui aimerait le proposer? Monsieur Theodorescu, qui aimerait l'appuyer? Monsieur McQueen, parfait. 20.03. Accorder une contribution financière de 142 050 $ à 5 organismes pour la réalisation des projets dans le cadre du programme Prévention Montréal et du programme du MSPQ, soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse montréalais entre le 2 juin 2026 et le 31 octobre 2026. Approuver les projets de convention à cet effet. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Qui aimerait le proposer? Monsieur Moreau, qui aimerait l'appuyer? Madame Tiagaraja. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. 20.04. Accorder un soutien financier totalisant 169 384 $ à différents organismes dans le cadre du budget participatif local. Approuver les projets de convention à cet effet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui, bien sûr. Et puis, je voudrais l'appuyer à défaut de pouvoir le proposer. Je voudrais simplement féliciter déjà les organismes d'avoir livré des programmes qui répondent à des besoins. Mais au-delà de ça, féliciter aussi tous les participants à la consultation du budget participatif qui a permis d'identifier des besoins, d'y répondre de manière satisfaisante. Et on a la preuve ici, dans cette décision qu'on prend aujourd'hui, de pérenniser ces projets-là qui répondent effectivement à des besoins du territoire et que la réponse donnée par nos organismes a été adéquate et mérite d'être pérennisée. Je trouve qu'on se prive d'un instrument extrêmement précieux, non seulement pour répondre à des besoins précis sur le territoire, mais pour encourager les citoyens à participer à la vie démocratique de leur arrondissement en se privant du budget participatif.
La mairesse nous a expliqué tout à l'heure qu'il s'agissait d'une décision basée essentiellement sur des critères financiers. Je pense que la participation citoyenne dans nos institutions démocratiques, elle vaut largement les budgets qu'on lui alloue, surtout que ces budgets-là, en définitive, ils servent directement la communauté. Et donc, je trouve vraiment dommage qu'on se prive de ces projets-là. Et je souligne à l'occasion de cette décision-là que ces projets ne sont pas juste des lubies, mais ils servent vraiment la communauté et on en a eu la preuve avec ceux-ci. Donc, félicitations à tous ceux qui ont participé au budget participatif qui ont eu lieu dans l'arrondissement jusqu'à maintenant. Félicitations aux organismes qui ont répondu présent. C'est vraiment super de pouvoir vous appuyer et malheureusement, ça sera la fin des budgets participatifs à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et je le déplore. OK. Parfait. Merci pour votre intervention. Donc, qui aimerait le proposer? Monsieur Morose, puis Madame Brière aimerait l'appuyer. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, 20.05, approuver le projet de troisième convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de l'Église presbytérienne Kensington Church pour une période additionnelle de 2 ans à compter du 1er juin 2026 des locaux situés au 6225 rue Godfrey à des fins d'activités communautaires et de loisirs pour un loyer total de 24 568,29 sous non taxables. Proposeur, M. Theodorescu, M. McQueen, appuyeur. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pas de commentaire? Pas de commentaire. 20.06. Résilier la convention de contribution financière entre l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et l'organisme Mural pour la réalisation de la murale Écho d'un quartier ou Ode au quartier dans le cadre du volet 2 du programme d'art mural 2025 et abroger l'ordonnance 0 C425 17049 afférente. Proposeur. Who am I looking at? Sorry. OK. Mélanie propose. Puis c'est appuyé par Sunny Morose. Commentaire? Pas de commentaire. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. 20.07. Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 11 900. Non, 11 900 $. Proposeur, M. Morose, appuyeur, Mme Tiagaraja. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. 20.08. Accorder un contrat de travaux à l'entreprise Limoges et Fils d'une somme de 948 996,81 sous pour le projet de réaménagement du parc Mackenzie King et autoriser une dépense à cette fin de 1 328 595,53 sous. Monsieur Moreau? J'ai un commentaire. OK. Oui, allez-y. Oui, merci, Madame la mairesse. J'aimerais proposer cette point. Je ne l'ai pas dit en avance du Conseil. J'ai apprécié aussi recevoir les plans qui ne sont pas nécessairement inclus dans le dossier, mais si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à voir les plans, je pourrais les partager après le vote. C'est important de noter aussi qu'on avait 9 soumissionnaires sur ce projet-là et que ça a rentré bien en dessous $1 million, même si les dépenses autorisées avec les taxes vont être par-dessus. C'est quand même un projet qui est rentré en dessous des coûts expectés. Et de voir le projet dans ses détails, c'est de voir les améliorations qui vont être apportées. C'est vraiment un parc peut-être le plus utilisé à Côte-des-Neiges après Martin Luther King. Puis de voir qu'on a une capacité de comprendre comment les personnes utilisent le parc présentement et comment faire une amélioration sans nécessairement pousser des détails qui ne sont pas voulus. J'aimerais juste aussi noter que des cèdres seront aussi aménagés dans le futur. C'est quelque chose qu'on a discuté dans le passé. C'est quelque chose que peut-être n'est pas inclus dans les plans, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des ajouts en amont aussi. Et que, aussi, comme mentionné, on espérait que ça sera fini pour l'année prochaine pour être capable de jouer autre à ce parc-là, à tous les événements qui font rayonner notre quartier. Merci beaucoup. Merci. Donc, M. Morose aimerait le proposer. Qui aimerait l'appuyer?
Madame Tiagaraja. C'est adopté à l'unanimité. C'est bon. Parfait. Donc, on va aller au point 20.09, offrir au Conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge de la conception et de la réalisation des travaux de réfection de chaussées sur le réseau artériel administratif de la Ville dans l'arrondissement en vue de la tenue du championnat de cyclisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait le proposer? Monsieur Moreau, Madame Brière aimerait l'appuyer. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Donc, moi, j'aimerais partager quelques mots sur ce point-là. Donc, comme vous le savez, l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce accueillera fièrement le championnat du monde de l'UCI en septembre prochain. C'est un événement de 9 jours. Cela amène un lot de défis donc, au niveau de réfection de routes. Vous le voyez comme moi, l'état des routes est pas super en ce moment. On a fait notre possible avec des blitz de nid de poule, mais la vraie solution se trouve dans la réfection de la chaussée. Aujourd'hui, nous avons 2 points à l'ordre du jour qui vont nous permettre d'avoir des infrastructures routières en santé, soit le point 20.09 et le point 20.10. Le 20.09 demande l'autorisation à la Ville-Centre de prendre en charge les travaux de réfection de la chaussée artérielle sur le parcours de l'UCI. Et on l'ajoute aussi la rue Goyer, qui est dans le district de Darlington, qui est catastrophique en ce moment. Donc, on est très content de voir ce point dans l'ordre du jour. Donc, sur ce, le dossier est adopté à l'unanimité. Parfait. Donc, on passe au point 20.10. Accorder à Kojak Inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat au montant de 2 368 969,15 sous portant sur les travaux de reconstruction de trottoirs de réaménagement géométrique des intersections associées aux travaux de planage et de revêtement bitumineux des chaussées sur les différentes rues de l'arrondissement et autoriser une dépense à cette fin de 2 775 866,07 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Theodorescu. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur McQueen. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, rapidement. Je suis très content pour les travaux sur Kensington, coin Fielding, et jusqu'à Côte-Saint-Luc aussi, et sur Draper aussi. Alors, c'est déjà, je vois qu'il va y avoir des saillies de trottoirs. Alors, c'est fantastique. Et pour ceux qui ont peut-être lu le dossier, oui, il y avait seulement un soumissionnaire conforme, mais j'ai regardé la gamme de prix et c'était quand même un des plus bas, très proche du plus bas soumissionnaire. Alors, je trouve ça complètement acceptable. Merci. Merci beaucoup, M. McQueen, pour votre intervention sur ce point. Et j'aimerais aussi intervenir. Donc, sur le point 20.10, aujourd'hui, nous accordons, comme je l'ai bien mentionné tantôt, un contrat de 2,7 millions de dollars qui va servir à réparer certains tronçons de rue où la chaussée est fissurée à plusieurs endroits, notamment Ponsard dans le district de Snowden entre Circle et Meridian, Maréchal dans le district de Côte-des-Neiges entre Gatineau et Desselles, Draper dans le district de M. McQueen entre NDG et Côte-Saint-Antoine, et bien sûr Kensington aussi entre Fielding et Côte-Saint-Luc. En plus de repaver ces tronçons de rue, ce contrat inclut l'ajout d'avancées de trottoirs sur 2 intersections, en plus de réparer les trottoirs où c'est requis. Bien évidemment, ça semble peu pour l'instant. Toutefois, sachez qu'on continue de travailler avec la Ville-Centre afin d'obtenir du financement supplémentaire pour repaver d'autres tronçons de rue sur notre territoire. Donc, voilà. Donc, le point est adopté à l'unanimité. On peut passer à la rubrique 30, Administration et finances. 30.01, reporter la date de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du mois d'octobre au mardi 6 octobre 2026 à 18h30. Proposeur, Mme Brière. Appuyeur, M. Morose. Pas de commentaires. Donc, c'est... C'est octobre? Septembre, c'est déjà fait? Non, j'ai dit octobre. OK. Ouais. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Pardon. Sorry, maybe I wasn't clear. 30.02. Abroger la résolution CA 24-17-01-52 octroyant une contribution financière ad hoc de 500 000 $ à Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce et résilier la convention de contribution financière à cet égard et réaffecter les sommes aux activités en développement social sur notre territoire. Monsieur McQueen, vous voulez... Oui. Allez-y. Alors, je ne suis pas contre cette
motion, mais j'aimerais juste dire deux choses. Un, c'est dommage que le projet d'acheter l'édifice de la Caisse Pop sur le boulevard des Carrés au sud d'Indigee n'a pas été mené jusqu'à fruition. Je vois que la bâtisse est encore vide et encore à vendre. Alors ça, c'est sur la Caisse. Je ne sais pas c'est quoi qu'il planifie avec ce bâtiment. Et deuxièmement, je suis très content que nos services ont mentionné qu'ils veulent continuer à appuyer Bienvenue à NDG comme ils le peuvent dans leur mission, bien sûr, d'enseigner, de franciser les nouveaux immigrants à NDG. C'est une mission très importante pour notre communauté. Merci à Bienvenue à NDG. Merci beaucoup, M. McQueen. Et je tiens vraiment... J'avais vu M. Luis Miguel lors de notre soirée de reconnaissance, puis je tiens vraiment à remercier lui et son équipe pour tout le travail qu'ils font au niveau de Bienvenue NDG. Et au moment où ce dossier a été approuvé dans le dernier mandat, moi et M. Morose, on avait voté pleinement pour ce dossier en faveur. Puis je suis contente de savoir aussi que nos services avec M. Tanquano à continuer les conversations avec Bienvenue NDG pour trouver une manière dont nous pouvons les aider, les appuyer dans leur mission. Donc voilà, qui va être le proposeur du dossier? M. Morose et l'appuyeur, Mme Tiagaraja. Pas d'autres commentaires? Donc on adopte ce point à l'unanimité. Parfait. 30.03. Je dépose l'évolution des dépenses et des revenus pour l'année 2026 en date du 31 mars 2026 et l'état comparatif des revenus et des dépenses réelles au 31 mars 2026 par rapport au 31 mars 2025 pour l'arrondissement. Est-ce qu'il y a des commentaires? Parfait. Donc, c'est déposé? Ah, c'est juste un dépôt? Oui. D'accord. 40.01. C'est la réglementation. Donc, autoriser une piétonisation éphémère et une promotion commerciale sur l'avenue de Monkland du 20 au 23 août 2026, ainsi que l'utilisation du parc Paul Doyon pour l'affichage et l'animation, et édicter les ordonnances à cet effet. Proposeur, M. McQueen, appuyeur, M. Morose, est-ce qu'il y a des commentaires que vous voulez partager? On espère une bonne météo pour une autre saison annuelle de Discover Monkland. Imagine Monkland, sorry. Imagine Monkland, it's an amazing program. Thank you to the Business Association on the street of Monkland for getting it done. Thank you for the residents around the area for putting up with it, knowing the value added that it brings, and know that it becomes an example for other commercial arteries that also want to take advantage of this program and find ways to bring forward good ideas. Imagine Monkland in its previous form also worked, but it took the right kind of leadership and the right kind of people around the table in order for it to come back year after year and get better. And in NDG's 150th, which is coming up, I'm hoping that we're able to build a whole new level of expectations for residents in the area that we can then share across the borough as well. So thank you to everybody involved, and looking forward to seeing you there. Thank you for both your comments. And so we can go forward with the adoption of the point unanimously. Great. Parfait. Donc, 40.02, autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement identifié au tableau intitulé « Liste des événements publics pour le Conseil d'arrondissement du 1er juin 2026 », joint au sommaire décisionnel et édicter les ordonnances requises. Proposeur, M. Morose, appuyeur, Mme Tiagaraja, est-ce qu'il y a des commentaires? Juste un commentaire, Mme la Très court. Très court. J'ai des commentaires des personnes qui ont vu la liste, qui ont dit « Où est mon événement en août? » On a un autre conseil en juillet où est-ce qu'on va approuver ceux qui vont venir après juillet. Donc, ne vous craignez pas, communiquez avec les personnes responsables, puis on va y arriver ensemble à l'été. Merci. Merci beaucoup. Sur ce, je comprends que c'est adopté à l'unanimité. Oui. Bravo. Parfait. Donc, 40.03, accepter la cessation d'un terrain à des fins de parc correspondant à 10 % de la superficie du lot existant 2648217, lot projeté 6725744, situé au 5445 boulevard des Carrés, conformément au règlement relatif à la cession
pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Proposé par M. Morose, appuyé par M. Teodorescu. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, encore très Très brièvement. parce que c'est dans mon district et je voulais juste le situer. C'est au coin d'Edmond-Montpetit et d'Écarie. Pas celui qui est l'ESSO, mais celui qui est vide. Et quand on peut avoir le 10 on ne peut pas avoir un nouveau terrain, on veut bien le prévaloir et je veux juste garantir les résidents du quartier que même si c'est un coin très achalandé durant les heures de pic, les heures de pointe, on a toujours une bonne raison d'ajouter de l'espace vert, juste comme mon collègue a dit à propos d'un coin de rue pas loin de là. Un ajout de vert est toujours bien apprécié et on va trouver une façon de prévaloir le coin d'Écarie, Edmond-Petit avec la verdure. Merci beaucoup au service d'avoir mené ça. C'est bien apprécié. Merci. Donc, sur ce, le point est adopté à l'unanimité. Bravo. Donc, rubrique 60, information 60.01. Je dépose les rapports faisant état des décisions prises par tout le personnel dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués, ainsi que les rapports de toutes les dépenses du mois d'avril 2026. Est-ce qu'il y a des commentaires? Parfait, c'est déposé. 60.02. Prendre acte du dépôt par la secrétaire d'arrondissement du certificat des résultats de la période de réception de demande de scrutin référendaire pour le règlement RCA 26-17-428, autorisant un emprunt de 7 645 000 pour des travaux de réfection et de protection d'immeubles et pour l'achat d'équipements. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Morose, appuyeur. Mme Tiagaraja. Commentaire? Je pense que c'est juste un dépôt, mais je voulais juste souligner que personne n'a signé cet registre. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Donc, dernière rubrique, 65, avis de motion des conseillers. 6501, motion soulignant la contribution de la communauté italienne au développement historique, culturel, artistique et socio-économique de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Je passe le mot à mon collègue, M. Teodorescu. Merci, Madame la mairesse. Alors, je suis très fier aujourd'hui de présenter la motion qui souligne la contribution de la communauté italienne au développement historique, culturel, artistique et socio-économique de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. On est à la veille de la fête nationale qui commémore la naissance de la République italienne et nous soulignons fièrement la population italienne qui s'est établie sur le territoire au fil des 150 dernières années. Une aparté peut-être personnelle, je pense que peut-être dans une autre vie, j'ai dû être italien. Sauf que là, on est roumain dans la famille, donc c'est quand même assez proche, je dirais. On a le sang latin. Et vraiment, moi, je sais qu'on ne devrait jamais faire ça là, en tant qu'élu. Même en tant que parent, on n'est jamais censé dire lesquels de nos enfants on a peut-être une affection particulière. Mais j'ai une affection particulière, peut-être aujourd'hui en plus, pour la communauté italienne. Je dois le dire, c'est quand même le fun d'aller rencontrer la communauté italienne aux portes. Et franchement, on les reconnaît, la mama, la nonna, et ce n'est pas des clichés, c'est vrai. Ils sont des gens d'une hospitalité remarquable. Ils ont des valeurs que je trouve absolument formidables, qui font bien paraître toute notre communauté à Notre-Dame-de-Grâce, Loyola, tout le monde à Côte-des-Neiges. Et vraiment, c'est une communauté qui, tout en gardant leurs valeurs propres, les valeurs de famille, la loyauté, l'art de la table, en mettant de l'avant les valeurs qui viennent de leur pays d'origine, ont vraiment aussi enrichi nos communautés ici, sont vraiment intégrées de manière remarquable. Et je trouve que c'est vraiment un exemple à suivre pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi, je suis extrêmement reconnaissant d'en avoir beaucoup des Italiens dans ma vie, dans nos vies. Ce sont des entrepreneurs de renom, ce sont des scientifiques, ce sont des chefs, je parle beaucoup de gastronomie, ce sont des bâtisseurs, ce sont des voisins absolument charmants, et ce sont des gens qui me rendent très jaloux de leur talent horticole, hein, et donc des exemples pour ma famille de voir qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire dans notre jardin, voilà, je l'ai dit. Donc pour toutes ces raisons, vraiment, je leur lève mon chapeau, je les salue, je les embrasse vraiment tous autant que je peux,
et j'aimerais mettre de l'avant leur énorme contribution à notre vie communautaire et notre quartier. Merci. Merci, M. Teodorescu. M. McQueen aimerait intervenir aussi. Yeah, I'm not going to be able to say anything better than the councillor from Loyola, who really loves the Italian community, and I'm glad to hear it. I just wanted to do a shout out to the Italian community in my district, of course, centered on Saint-Amand and centered on the Saint-Amand Bocce League. Thank you for your contribution to Georges St-Pierre Park, to Saint-Amand, and to NDG for all these decades. And everybody is invited to Italian Day 2026, the first Saturday in August in Georges St-Pierre, Oxford Park. Thank you so much, Peter. I just want to add my voice as well. I want to say thank you to Josie and to Lucy. The second I met you both, you treated me like I was your long-lost niece, and I really appreciate how you welcomed us and really gave us a lot of information with regards to your community and how to better serve the seniors in your area. So I really look forward to the lasagna at a Telfest. It's going to be lots of fun. It's my first time having lasagna with you all, and I can't wait. Donc, merci beaucoup. Monsieur Moreau aimerait dire quelque chose? Je m'excuse, non, mais t'as tellement bien dit. Je voulais mentionner quelqu'un qui she recently shared with me that she's not doing well. So it may be the last time that I get to mention, maybe the first time that I mention Maria Paluzzo, who is a fantastic resident of the borough, long time immigration judge, Concordia professor, all around contributed human rights, and that's what these moments are for. They're real, and it makes you remember that you want to sit down with people and eat dinner with them one more time, and hopefully a couple more times, and definitely doing it this month. So, Maria, thank you so much for everything you've contributed to Montreal, and I'm hoping to see you soon. Thank you. Merci beaucoup. Donc, le proposeur, c'est en fait Mme Tiagaraja et l'appuyeur, c'est M. Morose pour cette motion. Et je comprends que cette motion est adoptée à l'unanimité. Adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la prochaine motion, le 6502, qui est une motion sur l'importance des modifications au projet de loi 20 afin de préserver le modèle des coopératives d'habitation. Puis, je tiens en fait à clarifier que ça, c'est la motion qui a été déposée par l'administration de notre côté. Puis, c'est proposé par moi-même et appuyé par Mme Tiagaraja. Donc, j'aimerais intervenir avant que je laisse un peu les commentaires puis le débat prendre place. Donc, il y a eu des questions sur notre position par rapport aux coop durant la période de questions, puis je tiens vraiment à intervenir sur ce point-ci, qu'en février dernier, le gouvernement du Québec avait déposé le projet de loi 20 visant à permettre un meilleur accès au logement abordable. Par le PL20, le gouvernement veut venir gérer par règlement qui peut se qualifier à habiter dans des logements abordables, incluant les coop, en contrôlant les revenus des ménages et via l'instauration d'un guichet unique. Les organismes regroupant les coopératives d'habitation s'opposent fortement à ce projet de loi. Ils le qualifient d'ingérence inutile dans le modèle des coopératives d'habitation. Ils souhaitent une exclusion totale des coops. Une coopérative d'habitation repose avant tout sur l'implication active de ses membres dans la vie collective. Et ça a été très bien partagé, en fait, par Reverend Cole Peters et aussi Mme Trudel. Sa gestion est assurée par les personnes qui y habitent sur une base bénévole, ce qui demande un engagement important et le développement de plusieurs compétences. Les membres doivent apprendre à travailler ensemble, à prendre des décisions collectivement, à rendre des comptes, à planifier l'avenir de leur coopérative et à assurer la relève au sein des comités et du conseil d'administration. Dans ce contexte, la sélection des nouveaux membres est un élément essentiel de l'autonomie des coopératives, puisqu'elle permet de concilier les besoins de la communauté avec les compétences nécessaires pour assurer une gestion saine et responsable des aspects financiers, légaux et immobiliers. À Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, nous avons une trentaine de coopératives d'habitation sur le territoire, soit environ 720 unités de logement. Cette motion qu'on dépose aujourd'hui et dont nous allons faire objet de débat, vise à les appuyer et reconnaître leurs revendications face au PL20.
On espère que le gouvernement du Québec apportera les ajustements que la Ville de Montréal avait émis lors de son dépôt de mémoire présenté en commission parlementaire, afin de tenir compte des réalités montréalaises, protéger et renforcer le logement hors marché, soutenir la mission sociale des coopératives et de la SHDM et garantir un accès équitable au logement pour les ménages les plus vulnérables. Merci beaucoup. Je vais vouloir prendre la parole. Merci. Merci pour la présentation de la motion. Comme vous le savez, on a nos deux formations ont toutes les deux proposé une motion. Nous, on a soumis la nôtre lundi dernier. Je crois comprendre que, enfin, non pas je crois comprendre, mais je suis certaine que l'administration a eu l'opportunité de consulter la nôtre. On n'a pas eu de démarche de la part de l'administration pour arriver à une motion qui pourrait être consensuelle pendant les jours qui ont suivi l'envoi de notre motion. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui effectivement avec deux motions qui présentent, je pense, deux façons très différentes de soutenir les demandes des coopératives. Dans un cas, donc dans le cas de la motion dont on débat aujourd'hui, je pense qu'on arrivera à la nôtre plus tard, on comprend que l'administration souhaite soutenir et reconnaître la valeur des coopératives d'habitation en recommandant à Québec de tenir une consultation pour que ces mêmes coopératives puissent redire essentiellement ce qu'ils martèlent depuis le mois de février, c'est-à-dire leur très, très grande inquiétude que leur modèle va être fondamentalement altéré et que l'existence même ou la création de nouvelles coopératives va être mise à mal par ce projet de loi-là. C'est une opinion unanime, univoque, extrêmement consensuelle dans le milieu du logement hors marché. Je crois, mais je serais très heureuse d'entendre d'autres points de vue, jamais entendu qui que ce soit défendre la nécessité pour les coops d'être concernés par le guichet unique. Donc, je m'explique un peu mal pourquoi, devant cette unanimité-là des coopératives et du milieu du logement hors marché, à demander d'être soustraites au projet de loi 20, on a une approche extrêmement timide qui consiste à, je vais juste lire des passages en question de la motion proposée, que le Conseil d'arrondissement demande au gouvernement du Québec et à la Société d'habitation du Québec que la mise en place du guichet unique fasse l'objet d'une consultation formelle auprès des municipalités et des organismes en habitation. À mon sens, cette consultation-là, elle a lieu sur la place publique depuis des mois. Tout le milieu s'est mobilisé de façon très unanime. Je ne comprends pas pourquoi on demanderait une consultation sur quelque chose qui ne fait pas l'objet de débats au sein des personnes concernées. Je n'entends pas parler de coopératives qui considèrent qu'elles qu'elles bénéficieraient du guichet unique. Je n'entends pas parler de milieux communautaires et d'organismes communautaires en logement qui trouvent que ce guichet unique est une bonne idée. Et donc, je pense que nous, notre rôle comme municipalité, ce n'est pas de trancher à la place de Québec, ce n'est pas de donner à Québec l'opportunité de faire une consultation s'ils jugent que c'est souhaitable, c'est de simplement dire qu'on appuie nos coopératives qui rendent des services extrêmement précieux dans nos communautés, de loger des gens qui peuvent contribuer à un modèle vraiment très innovant. D'ailleurs, Côte-des-Neiges a été le lieu de la création de la première coopérative à location continue de Montréal. Et donc, je pense que si on souhaite préserver ce modèle-là, si on considère qu'il fonctionne bien, eh bien, on écoute les gens qui le portent et on se met à côté d'eux pour revendiquer la même chose qu'eux auprès de Québec. Et je pense que c'est tout à fait légitime pour nous comme Conseil de le faire. Oui, M. Moreau. Oui, merci beaucoup pour ce point-là. Je crois que notre motion, par contre, trouve le juste milieu pour être capable de dire ça et de ne pas nécessairement rentrer dans une conversation avec le gouvernement qui essaie de passer cette législation, ce projet de loi, sans consultation. C'est la raison que je crois sincèrement que la première étape, c'est de bien les inclure dans le processus législatif et de ne pas utiliser le clause non-obstant de passer le PL20. C'est de vraiment pousser dans le bon ordre l'inclusion des personnes qui sont impactées par la loi ou par le projet de loi.
Et donc, je crois que nos motions sont encore en concordance. Je les ai lues à travers. Je pense qu'on a les mêmes intentions. On veut que la loi soit changée. Et la motion au 65.05 dit d'être ferme et de suivre la ligne. Et nous, on dit que ça doit inclure les personnes. Sinon, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, j'ai bien compris, je crois, vos interventions et vos prendre de parole dans le passé, mais de voter contre 6502, c'est de voter contre une proposition pour une consultation qui émènerait les mêmes résultats que vous cherchez dans 6505, sans nécessairement couper le dialogue avec Québec. Bien sûr, ce n'est pas un dialogue quand un côté n'écoute pas ou qui ne veut pas rentrer à la table pour écouter, mais de prendre l'habitude, comme on a pris dans les derniers 8 ans, de juste dire exactement noir sur blanc à Québec, ça n'a clairement pas marché. Et j'apprécie la nouvelle mairesse et la nouvelle administration centrale de trouver d'autres façons d'avoir des résultats pour les Montréalais et Montréalaises. Et on est complètement d'accord que le projet de loi de 20 n'inclut pas les intérêts des résidents qui ont aidé à être cofondateurs, cofondatrices de notre fantastique coop. Notre ancienne collègue Magda est sur les premières pages de ce document et on veut bien sûr avoir d'autres collègues ici dans des documents comme cela dans le futur parce qu'on aime tous les coops, on comprend tous leurs valeurs et on apprécie la représentation qui était là et on apprécie l'effort de l'opposition aussi en même temps, mais de dire qu'une est orange et une qui est pomme, je pense qu'on parle plutôt de Honeycrisp puis Rougemont. Merci beaucoup. Est-ce que vous... Allez-y. J'ai 2 points à apporter au débat. C'est une décision ultimement du gouvernement du Québec. Je pense que notre rôle, en faisant des motions, c'est de nous exprimer en fonction de ce qu'on juge devrait être la bonne issue dans le traitement de ce projet de loi-là. Est-ce qu'on juge que la bonne issue serait qu'il y ait une consultation ou on juge que la bonne issue, ce serait qu'il y ait une consultation qui mènerait donc forcément le gouvernement du Québec à entendre ce qui lui a été dit de plein de façons différentes depuis plusieurs mois pour conclure qu'il faudrait effectivement exclure le PL20? Je trouve qu'on prend un détour énorme et qu'on pourrait tout simplement appuyer les demandes des organismes communautaires en habitation et des coops, en particulier dans ce cas-ci, pour se mettre de leur côté, relayer, apporter notre voix à la leur et relayer leurs demandes au gouvernement, sachant qu'au final, c'est le gouvernement du Québec, c'est dans le rôle du gouvernement du Québec de trancher. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais faire. Le deuxième point que je voudrais faire, si on cherchait vraiment à avoir une motion unanime et que votre objectif aujourd'hui était que nous, on retire la motion qu'on a présentée pour qu'on se rallie à celle-ci, on aurait eu des discussions avant sur ces motions-là. Il n'y en a pas eu. Je constate donc aussi que de votre côté, il n'y a pas vraiment de souhait autre que de nous faire rétracter notre motion, d'aller dans une direction dans laquelle on pourrait se rencontrer. Je vois clairement 2 façons différentes, 2 visions différentes de ce qu'est un appui à un mouvement populaire. Dans notre cas, on écoute, on constate les problématiques portées par les organismes et les coopératives et on se rallie à leur côté et on ajoute notre voix à la leur pour faire peser dans le débat qui a lieu à Québec. De votre côté, j'ai l'impression, et je vous laisserai me démentir si j'ai tort, que vous cherchez à faire le travail de Québec à sa place, c'est-à-dire chercher à trouver le consensus qui appartient à Québec de le trouver. Et donc, moi, je ne souhaite pas me mettre dans la position du législateur à Québec et de trouver la bonne façon de se sortir de cette impasse-là. Je souhaite simplement que notre motion appuie
les demandes qui nous paraissent tout à fait légitimes portées par les coopératives d'habitation. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je... Parfait. Donc, en droit de réplique. Donc, ce que j'entends ici, c'est que, en fait, de ma compréhension, nous voulons... l'esprit des deux motions est la même, c'est la voie par laquelle nous allons livrer ce message à Québec. Puis, vous l'avez très bien dit tantôt, si on y va en consultation, ce qui est la demande dans notre motion, bien, on va arriver à la même réponse au niveau des coops qui se sont prononcés publiquement contre, en fait, certains aspects du PL20. En fait, ce que nous cherchons à faire avec cette motion-là, c'est on n'essaie pas de faire une interférence, par exemple, au niveau du législateur. Ce qu'on cherche ici, c'est pas juste de dire « voici notre position ». Ce qu'on cherche avec cette motion-là, c'est une voie de passage. Donc, dans ce cas-ci, on demande, en fait, de retourner en consultation avec les coops qui n'ont pas été consultés, qui n'ont jamais été à la table lorsque le PL20 a été déposé au mois de février. Et si le gouvernement prenait sérieusement notre motion lorsque nous allons l'envoyer au ministre responsable, bien, en fait, ce qu'ils vont avoir, c'est la compréhension du fait que les coops ne sont pas d'accord avec le guichet unique. Mais ça va venir de eux. Ça va venir d'une étape qui a été manquée au niveau de la mise en place du PL20 dans l'Assemblée nationale. Puis c'est ce que nous voulons pousser, c'est que quand vous mettez en place un projet de loi, bien, vous devez faire le travail nécessaire pour bien comprendre l'état sur le terrain avec les coops, avec les acteurs qui devaient être inclus dès le début. Donc, je reviens sur le fait que peut-être, oui, les mots, puis la stratégie est différente. Mais en fait, la réalité, c'est que pour nous, pour ce côté de la salle, nous voyons une réelle possibilité en déposant cette motion puis en l'envoyant à tous ceux concernés, comme Mme Karine Boivin-Roy et Mme Chantal Rouleau, que elles prendraient ça en considération pour retourner à la table et ne pas passer ce projet de loi en bâillon à la fin de cette session parlementaire. Donc, voilà mon point sur cette motion, que oui, on souhaitait ne pas avoir une consensus là-dessus et une unanimité, mais je comprends qu'il y a deux côtés, il y a deux façons de faire, et on va aller de l'avant avec cette motion. Donc, je crois comprendre qu'on va devoir faire un vote nominal. Oui. Mais je tiens juste à réitérer pour les fins de procès verbal que j'avais proposé la motion, puis Mme Tiagaraja l'appuie. C'est moi qui dois le demander, je pense. Je vais le demander aussi. Mais... OK. Bien, quelqu'un demande le vote nominal. Je t'en prie, Sonny. N'importe qui? Qui le demande? Je vais demander le vote nominal. Allez-y. Est-ce qu'il est appuyé par Peter? Est-ce que, Peter, Peter, tu appuies oui, ma demande de vote nominal? Parfait. Donc, c'est appuyé. Donc, on va aller avec le vote nominal. Monsieur Teodorescu? Pour. Monsieur Morose? Pour. Madame Tiagaraja? Pour. Madame Brière? Contre. Monsieur McQueen? Contre. Vous votez aussi. Pour. Donc, ça veut dire que c'est adopté à la majorité? C'est bon? C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, on va passer au prochain point dans l'ordre du jour, la motion 6503, motion pour souligner le mois de juin comme le mois du patrimoine philippin dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Donc, je vais commencer par intervenir sur ce point-ci. June is Filipino Heritage Month. It's a month that's really dear to me. It's very personal. I was born and raised in this neighborhood, and as a little girl, one of my first memories is going to Mackenzie King Park and celebrating Independence Day. It's through these moments in the borough that I really understood actually my culture and my heritage. And
I thank my community members, I thank my family for, despite living so far away from our motherland and trying to keep the traditions alive, not just for myself, but for the next generations. And so for me, this motion, of course, is very personal, and I really want to, just highlight the contributions of the Filipino community in not just the borough of Côte-des-Neiges and NDG, but throughout the city of Montreal and the province of Quebec and the whole country of Canada. My mom came here in the 1980s as a domestic worker. She was separated from my older sister for 5 years. She was raised by my grandparents, and my mom was separated from my sister and her husband for those 5 years in order to bring her family here and provide a safe, a better home for her family. And that's the story of not just other Filipinos, but of a lot of immigrants that come to Montreal or to Canada for safe haven and for an opportunity to have a better life. And a lot of the members of my community, they work hard, they're hospitable. You find them in hospitals, you find them in pharmacies, you find them in, Walmart putting the cans on the shelves. You find them everywhere working hard, cleaning streets, cleaning homes, taking care of your children. And I know that this is the case for many immigrants. That's the case for many people that come here for a better future. And I just really want to, reiterate the contributions that they've made, because they're a silent community. We don't complain, we work hard, and I just want to thank them all for the great work that they do, and happy Filipino Heritage Month. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter de quoi sur ce point-là? Monsieur Moros? Samdan Mama. It gives me an opportunity to really fawn over you, Steph. Being in this room when Filipino Heritage Month was first passed, in 2018, after the federal government did it, I think it was mocked. And to see you take the stage here in your first council back, first time elected as borough mayor. I mean, you were here before. It shows that there's a lot more growth left in the Filipino community in Montreal, in every domain. Because, I think you were in Mexico when that was passed. So think about everybody who, after hearing what you just said and the passion that you put into your job and the work that you put in, and it shows that it's not just the Filipino community. You're not a perfect example of any community. You're a perfect example of a Montrealer whose family succeeded here. And I'm sorry for taking an opportunity to highlight it during Filipino Heritage Month, but I remember the hall here. I remember who was on the stage on the side for the services, who is on stage here, and so much has changed from that. And I'm hoping that the little things that we do on stage here today can have residence in another 10 years and seeing other people be inspired by it, as I and many others were. So thank you so much for that moment, and please keep going. Merci beaucoup, Monsieur Moros, pour votre intervention. Donc, pour le procès-verbal, cette motion-là est proposée par moi-même et appuyée par Monsieur Moros. Donc, le point est adopté à l'unanimité. Parfait. Donc, on va à notre avant-dernière motion, 6504, motion soulignant le mois de la fierté et les célébrations de la fierté à Montréal. Monsieur Moros? Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de fierté que nous soulignons aujourd'hui le mois de la fierté. Je l'avais oublié de mentionner dans mon mot d'introduction, mais c'est reconnu à travers le monde au mois de juin comme un moment important pour célébrer la diversité sexuelle et de genre, ainsi que les contributions essentielles des communautés LGBTQ+, à nos sociétés. À Montréal, cette réalité prend une résonance toute particulière. Notre ville est reconnue comme un milieu ouvert, inclusif et profondément riche de sa diversité. We also recognize that despite significant progress over the past decades, issues of discrimination, exclusion, and bullying continue to persist for many individuals. That is why it's essential to reaffirm our commitment to equality, respect, and the dignity of all people.
Nous souhaitons aussi rappeler que si le mois de juin est reconnu internationalement comme le mois de la fierté, Montréal célèbre également la fierté au mois d'août à travers une programmation riche d'événements culturels, communautaires et festifs qui animent nos quartiers et rassemblent des milliers de personnes. It's the best parade in town. Carrie Mass is maybe fighting for number 2, but please go to the Gay Pride Parade if you haven't yet. It's a fantastic experience for all ages, for everybody. And it's really at the perfect time in Montreal throughout the year. It's beautiful and rarely, I mean, it usually does rain, but we hope every year it doesn't. In that spirit, we take this moment in June to recognize the global significance of Pride Month while warmly encouraging residents to take part in the celebrations, activities, and community initiatives taking place in August here in our city. If you can't wait, go to Toronto. They celebrate it in June, and they have a great parade there as well. C'est la diversité qui fait la force de Montréal. C'est ensemble que nous continuons de bâtir une ville plus inclusive, plus ouverte et plus fière. Montréal, c'est vraiment le centre de la communauté. C'est une place qui est ouverte au monde, mais ouverte spécifiquement à cette communauté aussi. Je célèbre cette communauté-là qui fait de Montréal des valeurs que je pense qui nous racinent. Et j'aimerais juste dire que c'est un vrai privilège aussi de pouvoir avancer l'enjeu aussi en tant que président du Commission de la diversité et du développement social, de l'avoir aussi mis de l'avant une analyse de suivi. Parce qu'on a fait des avancées dans la communauté en 2019, quand le INM a fait une étude et a produit un rapport en 2020 avec beaucoup de points, mais notamment 5 recommandations qui étaient très importantes. Et en tant que président du Comité de diversité et de développement social, on va de l'avant cette année de faire suivi sur ces 5 recommandations. Parce qu'à chaque opportunité de faire avancer les enjeux, soit durant les mois de la fierté, soit en août, soit durant l'année, on va prendre ces avancées-là. Et c'est une vraie fierté pour moi d'être capable d'avancer les enjeux d'une communauté que je respecte tant et que j'ai vu contribuer peut-être le plus que n'importe quelle autre communauté ici à Montréal de tous les temps. Je vous remercie. See you at Pride. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parfait. Donc, pour les fins du procès-verbal, la motion est proposée par M. Moreau et appuyée par moi-même. Et adoptée à l'unanimité? Parfait. Absolument. Parfait. Donc, la dernière motion, 6505, motion pour l'exclusion des coopératives d'habitation du projet de loi 20. Je laisse la parole à ma collègue, Mme Brière. Le débat s'est déjà engagé sur la motion sur le même thème présentée par l'administration. Avant de replonger dans le débat, je voudrais quand même juste faire un petit aparté parce que on a eu déjà un échange en début de séance sur la reconnaissance de quand l'intention est la même, on peut peut-être passer outre certaines divergences de langage. On a eu cette conversation-là à propos d'une motion pour célébrer le mois de l'histoire autochtone. Mais ces divergences de langage-là étaient suffisamment grandes pour que ce ne soit pas accepté de pouvoir présenter la motion, quitte à même l'amender ou à discuter des amendements plus tard. Donc, j'avoue que je suis assez étonnée du fait que maintenant, quand on parle de motion sur la défense du modèle coopératif, l'intention tout d'un coup, le fait qu'on ait la même intention devient tout d'un coup le moyen de viser une motion unanime indépendamment des aspects, des mots choisis ou des tactiques choisies pour que ce soutien-là soit matérialisé. C'était mon préambule. Je vais quand même lire les attendus auxquels Peter et moi tenons, parce que je pense, pas les attendus, pardon, les recommandés auxquels Peter et moi tenons, parce que je pense qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas notre rôle de trancher un débat ou une décision que Québec doit prendre.
Je pense que la consultation, de manière générale, elle peut se faire de plusieurs façons. L'une d'entre elles, c'est les instances formelles de consultation dans le cadre des instances ou des commissions de l'Assemblée nationale. Et une autre d'entre elles, c'est le débat public. Et je pense que le débat public a une valeur et que le débat public a montré à quel point le milieu communautaire est rallié derrière une position commune et que de se rallier à cette position commune-là, ce n'est pas priver le gouvernement d'une occasion de mener une consultation, c'est tout simplement se rallier du côté du gros bon sens, j'allais dire de la majorité, mais c'est pas la majorité, c'est l'entièreté du milieu qui est unie derrière ce qu'on propose. Donc, je vais lire ces recommandés-là. Que le Conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce demande au gouvernement du Québec d'exclure les coopératives d'habitation des dispositions du projet de loi 20 qui compromettent leur autonomie, leur gouvernance démocratique et leur viabilité. Que le Conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce appuie les recommandations formulées par la CQCH et la FHCQ, notamment l'exemption des coopératives du guichet unique, la préservation de leur pouvoir de sélection des membres et le retrait des mécanismes de pénalité financière basés sur les revenus. Donc, ces deux recommandés-là, ces deux résolus-là, ces deux éléments sur lesquels ni Peter ni moi souhaitons transiger parce que ça représente de façon extrêmement claire, fidèle, limpide, la position de l'ensemble du milieu communautaire et que notre motion ne vise pas à trouver une voie de passage à la place du gouvernement, mais à simplement signaler notre appui. Et je pense que soit il y a une volonté commune. Et dans ce cas-là, il devrait y avoir effectivement possibilité de vous rallier à notre motion, soit la volonté n'est pas tout à fait la même. Dans notre cas, c'est de témoigner de notre soutien et de rendre ce soutien-là extrêmement clair, lisible et actionnable par le milieu coopératif. Et je pense, sans vouloir vous prêter des intentions, mais en citant ce que vous avez dit tout à l'heure, que de votre côté, le souhait est plutôt d'aider Québec à trouver une voie de passage ou de lui suggérer une voie de passage. C'est pas tout à fait la même intention, ou alors peut-être qu'on s'est mal compris, mais si c'était la même intention, on pourrait arriver à un consensus. Si ce n'était pas la même intention, bien, on se retrouve dans le cas dans lequel on se retrouve maintenant. Cela dit, pour toutes les raisons que j'ai pu formuler dans le premier point, dans la première motion, dans le débat sur la première motion et dans celui-ci, je serais vraiment très heureuse qu'on puisse collectivement envoyer le message à nos coopératives d'habitation qu'on est à leur côté, qu'on reconnaît leurs valeurs et qu'elles puissent ensuite se saisir de ce soutien-là et retourner vers Québec en disant, vous voyez, c'est vraiment important qu'on puisse dénouer cette impasse-là et que le projet de loi ne soit pas adopté en l'état. Et je pense qu'à la hauteur de ce qu'on est comme arrondissement, c'est à peu près ça l'influence qu'on peut avoir. Je ne pense pas que Québec attend de nous qu'on trouve les solutions à sa place, mais on a vraiment l'opportunité de simplement signaler notre appui et que cet appui-là ait un impact dans la décision qui sera prise dans les prochaines semaines. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez voter avec moi, mais je ne me fais pas trop d'espoir. Merci. Monsieur Moreau, j'aimerais intervenir. Merci, Madame la mairesse. J'aimerais être clair que je vote contre cette motion-là. C'est pas parce que je suis en désaccord avec les points, les résolutions nécessairement, mais c'est plutôt qu'on veut avoir aussi une clarité dans la façon que la Ville s'exprime. On ne veut pas avoir une incohérence avec les autres motions. Je crois que le dépôt par la Ville était clair et d'avoir utilisé des mots différents, je crois, aurait peut-être mêlé le message qu'on veut envoyer au gouvernement, que je crois est très clair à ce temps-là, présentement. Et juste pour être clair encore, j'aurais préféré, tu avais fait référence dans une autre, au 6502, que tu n'as pas eu de discussion sur enjeu-là. Ça aurait été préférable si on a pu, pour avoir ces conversations-là, d'être capable de trouver un langage commun. Il n'y a pas beaucoup d'arrondissements avec une opposition, soit avec nous ou avec vous, où est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent proposer et appuyer.
et je trouve ça que ça nous donne une force. Et de ne pas avoir une conversation qui nous réunisse, je pense que ça aurait dû passer cette fin de semaine ou la semaine passée. Et en nous retrouvant ici, je crois que le vote qui était passé juste un peu plus tôt, 65-02, ça fait l'effort de faire clairement notre position là en tant que Conseil, même s'il n'est pas unanime. Je crois que si on vote maintenant pour le 65.05, ça créera deux messages qui sortent de ce Conseil-là. Et là, je vous encourage de voter contre la motion pour avoir une clarité avec notre arrondissement. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'intervention de la part de la mairesse non plus? D'accord. Ben, écoutez, je pense qu'on en est à demander le vote nominal. J'appuie. C'est bon? Tu demandes, tu appuies le vote nominal? Oui. OK. Donc, on passe à un vote nominal. Monsieur Theodorescu. Monsieur Morose. Contre. Madame Thiagaraja. Madame Brière. Pour. Monsieur McQueen. Pour. Contre. Donc, la motion est rejetée. Vous votez aussi, c'est ça? Vous votez Oui, j'ai voté contre. C'est bon. Oui, rejeté à la majorité. Parfait. Donc, sur ce, c'est la fin de notre ordre du jour. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont restés avec nous jusqu'à 22h38. Bonne soirée et à notre prochain conseil au mois de juillet. Merci. Thanks, Carl.